va en mettre à l'envers, c'est pas grave. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait bizarre, on est à l'envers. On se voit pas dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, hein, mais nous, ça Ouais. nous perturbe. C'est pas grave, on se voit. Voilà. On se voit. Bon, bonsoir. Je vérifie. Faites-nous signe dès que vous arrivez. Ouais. On puisse vous accueillir. On s'est mis un petit peu, on a essayé de faire un petit peu des couleurs roses spécialement pour. Bonsoir. Alors on va rester anonyme encore une fois sur les personnes qui participent. C'est un petit peu le principe. Et on vous rappelle que de toute façon, tous vos commentaires et tout ce que vous écrirez dans le chat ne sera pas visible dans le webinaire. Donc, dans la rediffusion. Ouais, dans la rediffusion. Bah oui. Dans le replay, pardon. Replay. Ça commence bien. Donc lâchez-vous, profitez. Voilà. Et oui, donc on a essayé de se mettre aux couleurs d'Octobre Rose. On fera d'ailleurs une petite info là-dessus. Pour rappel, donc, merci à tous ceux qui se sont inscrits pour participer ce soir, pour la deuxième édition. Déjà. Ça passe vite. Ouais. Et donc, vous avez, comme ça a été expliqué dans les différents supports, vous avez le privilège donc, d'avoir accès au replay de façon exclusive pendant un mois. Donc, ça veut dire que dès demain, on va mettre en public le webinaire du mois dernier qui était sur le corps, que celui-là donc, ne sera visible que fin novembre. Et donc, vous avez cette exclusivité-là. Vous aurez aussi un mail juste après qui va reprendre des supports supplémentaires que vous avez le privilège d'avoir spécialement juste pour vous, qui vont rappeler certains éléments, évidemment, qu'on va aborder ce soir, et puis des petits bonus en plus. Et puis, voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est histoire de vous motiver un petit peu pour continuer à nous suivre en live. Voilà. On espère que vous allez bien. N'hésitez pas évidemment à nous dire ce que vous avez pensé de la dernière fois, quel est votre état d'esprit ce soir, ce que vous en attendez. On a reçu donc des 2-3 questions lors de vos inscriptions, mais qui n'étaient pas en lien avec le thème de ce soir. Donc, on les a bien prises en compte. Ne vous inquiétez pas, mais on les abordera, on les reverra quand on abordera des prochains thèmes. Avant de commencer, donc, on va tout de suite dire que le prochain, c'est le 27 novembre, jeudi 27 novembre à 20h, et que ça parlera du désir. Du désir. C'est ça, du désir, du plaisir. Ça va être fait pour réchauffer notre hiver en attendant Noël. Parce que oui, on fera une petite pause à Noël quand même. Voilà. On prend en janvier. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ce soir, vous l'avez compris, c'est sur le toucher. On a exploré le corps la dernière fois. Cette fois, on va partir sur le toucher. On va le faire un petit peu comme à chaque fois. On va se répartir un petit peu les tâches. Je vais commencer avec l'aspect sexo et puis Sylvie continuera avec la partie tantra. Et puis, on va vous partager l'écran comme d'habitude avec un diapo qui vous permettra de suivre un petit peu en même temps ce qu'on vous raconte, au cas où vous endormiez, que vous fassiez une micro-sieste entre-temps, on ne sait jamais, ou une pause pipi, ça peut être le cas aussi. Et voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je sais pas. Ouais, je pense que si, on peut peut-être... on va commencer. 20h04. Ouais. Bon. Vous n'êtes pas nombreux à être connectés pour l'instant. Mais bon, ça va venir. Vous choperez l'histoire en route, c'est pas grave. Ouais. Allez. On est parti? On va attaquer? Allez. Donc, je vous partage l'écran pour que vous puissiez voir le diapo, le tout, et que je ne me trompe pas. Voilà. Normalement, yes. Voilà. C'est OK. Toujours aussi forte. C'est trop bien. Qu'est-ce que je suis heureuse de me décharger de ça. Écoute, on se partage les tâches. Oui, c'est ça. En intro, que vous dire que le toucher, ça prend en fait beaucoup plus de forme qu'on le prend. Alors,
une petite citation, j'ai mis être touché en plein cœur, c'est une expression qu'on connaît tous, hein, évidemment. C'est pour, évidemment, métaphoriquement, exprimer le fait que quand quelque chose nous touche, bah, c'est non seulement avec le corps, avec les mains et sur le corps, mais c'est évidemment tout ce qui va venir intérieurement bah, nous perturber, nous bouleverser, etc. Donc, c'est pas qu'un simple contact avec la matière, mais c'est une connexion avec son moi intérieur. C'est donc se connecter à l'invisible, quelque part. Aller sur le moi intérieur, évidemment, c'est pas de la matière, c'est pouvoir accéder à des zones que nous-mêmes, on connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément explorées de façon profonde, mais en tout cas qui nous permettent un ressenti, quoi qu'il arrive. Donc la première partie sur la sexo, je vais revenir vraiment sur les bases. Ce que ça signifie, le rôle du toucher, enfin vraiment toutes les facettes qui peuvent s'exprimer autour du toucher. Dans un deuxième temps, donc ce sera plus sur le toucher tantrique. Ouais, le toucher conscient qui est le toucher tantrique. Et voilà, et l'expérimentation de ce type de toucher qui va faire être en résonance avec ce que tu dis, hein, et l'importance du toucher au-delà de toucher la matière, quoi. Voilà. Et puis avec une grosse partie sur le consentement aussi. Et effectivement, le consentement, alors c'est l'une des, enfin, pas une des clés du tantra, mais c'est l'une des choses les plus importantes que l'on visite en tantra, parce que vous allez le comprendre après, hein, le consentement, c'est vraiment aussi ce qui fait que le toucher, on l'accueille pas, on l'accepte, on le ressent, etc. Donc c'est très 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 lié. Voilà. D'où une part importante sur le consentement qui m'a vraiment fait résonance avec le toucher, la façon dont on accepte de se faire toucher. Voilà. Très bien. Enfin, j'ai très hâte. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très hâte. Donc voilà, et puis bah après, je vous donnerai 2-3 infos sur l'autopalpation, puisque c'est la thématique du mois quand même, hein, pour Octobre Rose. Ça tombe bien qu'on fasse le toucher juste pendant cette période-là. Donc je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est l'autopalpation. Et puis évidemment, on sera à votre écoute pour pouvoir répondre à vos questions, lire vos messages, vos commentaires. Et puis, et voilà, et prendre ce temps-là tous ensemble. Allez, bah, j'attaque. Allez, hein, c'est parti. C'est parti. Alors, je vous ai fait donc une première partie, connaître et reconnaître les langages du toucher. Alors, le toucher, pourquoi c'est important en tout cas de connaître et reconnaître les langages du toucher? Bah, parce qu'en fait, il y a plusieurs objectifs. Ça va être de faire du toucher un mode de communication. Rien qu'avec le toucher, on en reparlera après, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un langage préverbal. Et ça va permettre de communiquer d'une façon particulière, qui est autre que des mots, évidemment, mais surtout de façon authentique. Le toucher, le langage non verbal, de façon même plutôt générale, va avoir souvent un sens, une intention qui vont aller au-delà de ce que parfois peuvent dire les mots. Donc c'est dans cet objectif-là que c'est important de pouvoir identifier et pouvoir reconnaître ce qu'un toucher peut vouloir dire et comment on le reçoit. Reconnaître aussi ces langages, ça permet d'explorer différentes dimensions. Ça va être aussi bien l'affectif, parce qu'on va parler, par le toucher, on va venir parler d'affect. Tout ce qui va être sensoriel, évidemment, sexuel, hein, dans la lignée, et puis thérapeutique, donc là, qui est plutôt la partie de Sylvie, au moins en termes de toucher. Je ne touche pas les gens. Hein, il y en a qui me demandent, mais savoir si c'est moi qui les touche. C'est savoir si je les touche pendant les séances, mais non, normalement non. Ou alors c'est qu'on fait un câlin vraiment quand il y a besoin, mais ça fait aussi partie du toucher, mais ça reste évidemment quand même très exceptionnel et avec des gens que je connais depuis longtemps. Avec qui il n'y a pas d'ambiguïté. Et avec qui il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, évidemment. C'est surtout ça. Évidemment. Le toucher va aussi évidemment permettre d'identifier des blocages, justement.
une accolade, et ben, si on a eu un trauma, peut-être que ça va être un geste, juste de s'approcher comme ça, voilà, peut être un geste répulsif. S'il y a eu des problématiques de trauma, des mémoires, ce qu'on appelle des mémoires traumatiques, s'il y a des peurs, parce que ça peut être juste un mouvement de recul réflexe, hein, s'il y a une honte aussi par rapport à une éducation potentiellement ou d'autres choses. Et en tout cas, ça va être aussi un moyen de guérison pour proposer des moyens de reconnexion, puisque sans le toucher, ce serait compliqué aussi de recréer une connexion dans le couple avec un partenaire, d'un point de vue de la sexualité évidemment, mais pas que. Même ne serait-ce qu'avec ses enfants, ses parents. J'ai approché le micro, pardon. Voilà, ça va être important en tout cas de pouvoir identifier s'il y a des blocages, d'où ils viennent, et du coup d'en prendre conscience pour pouvoir les dépasser. Si je peux pour le coup me permettre, c'est vrai que dans la relation, d'une façon générale, dans la vie, dans la relation, on dit bien que le langage verbal, c'est quoi? C'est 20%, je crois, même pas? Par rapport au langage corporel. Oui, c'est un peu plus. Plus en tout cas, on dit surtout que qu'il y a beaucoup le de langage non verbal représente plus de la moitié, voilà. en tout cas, de la façon dont on s'exprime. Donc ça veut bien dire que la présence de son corps dans la relation qui nous amène à être en relation avec l'extérieur, quel que soit le type de relation, prend énormément de place. D'où l'importance d'y apporter une vigilance, en fait. Bien sûr. Et ça a tout son sens d'aller trouver et d'aller reconnecter au corps et d'aller comprendre par le toucher, mais pas que, en tout cas par la présence corporelle, qu'est-ce qui se joue dans la relation avec l'autre, que ce soit une relation intime comme une relation amicale, familiale, fraternelle, bref, tout type de relation à l'extérieur. C'est pas pour rien. Ah oui, non, mais clairement. Ouais, voilà. Clairement. Le corps a vraiment son propre langage et une place y compris dans le toucher. Bien voilà. sûr, et d'autant plus le toucher, il intervient avant le mot en fait. Ouais. Qu'on le veuille ou non, l'intention et la gestuelle, même là quand je parle, la gestuelle que j'ai, elle arrive avant finalement mon discours. Et le discours vient juste confirmer ce que j'exprime avec mon corps et ce que je suis en train de vouloir transmettre comme message avec mon corps. Donc, quand on est, bon là c'est l'expression, c'est du non-verbal, mais le toucher, pour le coup, il va être préverbal parce qu'on va venir encore plus loin que juste la démonstration. On va venir vraiment rentrer en contact. Et rien que ça, déjà, c'est un langage en soi. Donc... Et selon comment je te touche, si je te touche comme ça ou que je te touche comme ça, alors, je me fais maltraiter. C'est pas la même chose. C'est effectivement pas la même chose. Voilà. Donc, et pour le coup, la problématique, et là aussi d'où l'importance de la thérapie en sexothérapie notamment, c'est la capacité d'interprétation qu'il peut y avoir aussi dans le contact. C'est comment, en fonction de peut-être de son humeur du jour, tout simplement, ou de ses croyances, de son éducation, de l'endroit où ça se passe, de l'environnement, peu importe, en tout cas, il peut y avoir des problèmes d'interprétation. Ça peut être un toucher qui peut devenir blessant ou qui peut être plein d'ambivalence. Je vais vous donner un exemple, mais quelqu'un qui approche la main vers le visage, quand je fais ça, elle pourrait avoir un mouvement de recul en se disant je vais me prendre une gifle, quoi. Notamment pour un enfant qui, par exemple, ou une conjointe qui est frappée, c'est un automatisme. Donc tu n'es pas frappé, c'est cool. Oui. Non mais voilà, ça va être la peur d'une gifle, rien que le fait de vouloir rapprocher la main peut-être pour caresser les cheveux, simplement, ça peut être ce langage réflexe. Des choses aussi très simples auxquelles j'ai pensé en travaillant le webinaire, c'est le réflexe, alors de moins en moins, mais encore ça existe toujours, le réflexe qu'il y a d'une femme enceinte qui se retrouve sans arrêt tripoter du ventre pour toucher le bébé à travers le ventre, etc. C'est un geste hyper intime, c'est un acte hyper intime et qui pour autant, alors il y en a qui ne dramatisent pas et c'est OK, hein, mais il y en a pour qui vraiment ça vient être intrusif dans leur intimité. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre de l'interprétation, des projections qu'on en a, de l'éducation qu'on a par rapport à ça. Et après, ça va être, je sais pas, dans une
une réunion de travail ou une soirée entre potes ou je sais pas quoi, en discutant, de mettre une main sur la cuisse ou ah, mais toi, t'es ma chérie. Bref, bourré ou pas bourré, hein. Il n'y a pas forcément. Enfin, encore une fois, le contexte est important aussi. Mais comment va être interprété ce geste-là? Parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Voilà, les codes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est une tentative de séduction? Est-ce que c'est quelque chose d'intrusif? Est-ce qu'on va répondre en tout cas à ce toucher-là ou pas? Ça va être évidemment en fonction de chacun. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Il n'y aura jamais de règle précise avec nous, hein. Ça se saurait. Mais voilà, il y a des projections, des peurs et des traumas qui vont vraiment être à prendre en compte en fonction de chacun. Ça, c'était voilà, la base, on va dire, le paysage, pour vous donner une idée de la suite. Pour revenir à la base, comme on a mis dans le diapo, c'est un sens exploité à chaque instant de notre vie. Évidemment, je vous ai ajouté une image d'une naissance parce que finalement, le toucher, c'est le premier sens qui se développe in utero. Et à la naissance, évidemment, c'est la première chose qui vient, même ne serait-ce qu'au niveau de l'expulsion lors de l'accouchement, ça reste un toucher du corps au niveau qui passe dans le vagin et est extrait et qui vient faire un pot à pot. Donc vraiment, les premières secondes de notre naissance, ce sera lié au toucher. Et donc, même utéro, il y a des sensations. On voit le bébé qui joue aussi et qui sent au niveau de ses doigts le liquide à l'intérieur même du ventre. Et de la même façon, ce sera potentiellement souvent le dernier sens qui sera encore actif jusqu'à notre mort. Donc, d'où l'importance du toucher, en tout cas en tant qu'être humain. Il y a aussi la notion où le toucher, dans de nombreuses cultures, il est sacralisé. Et c'est pas pour rien. Nous, dans notre société, on est plutôt dans une sexualisation du toucher. On voit plutôt les choses comme ça. Mais c'est pas toujours le cas, notamment, par exemple, je pense au Japon, où voilà, c'est un pays où on ne se serre pas la main, on ne vient pas se taper une bise, on s'incline pour dire bonjour, ne serait-ce que ça. Il y a une distance, une barrière qui est mise en place entre les gens pour éviter ce contact-là. Donc, alors que nous, en France, on est bien connus partout dans le monde pour se taper la bise, se faire des bisous sans arrêt, prendre des excuses pour mettre notre bouche. Notre bouche est aussi évidemment en dehors des mains. Acteur dans le toucher. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Et oui, et aux États-Unis, c'est l'inverse, ça va être un peu l'entre-deux, on va dire, où, et puis beaucoup de pays évidemment vont venir faire une accolade, ce qu'ils appellent un hug, pour venir dire bonjour. Donc on voit vraiment qu'en fonction de nos cultures, en fonction du lieu où on vit et puis de nos habitudes, que culturellement, on n'a pas les mêmes visions en termes de toucher sur ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Les limites, en tout cas, le cadre qui est posé n'est pas du tout le même. Donc ça aussi, ça va évidemment avoir une importance capitale. Comme on disait tout à l'heure, je reviens aussi sur le fait d'exprimer sans les mots. Ça, c'est quelque chose d'essentiel puisque on va pouvoir avoir une palette d'expression d'émotions par le toucher qui est presque infinie, j'ai envie de dire. Mais on peut, je pense par exemple à un père avec son fils qui va juste lui mettre la main comme ça derrière la nuque pour valider en tout cas une émotion ou lui exprimer qu'il l'accompagne dans une souffrance ou quelque chose comme ça. Il y a, on parlait de l'accueil, de serrer la main, voilà, ça c'est une expression d'émotion ou en tout cas d'exprimer un accueil par ce geste-là. Et puis, il y a des amoureux qui vont se tenir la main, se caresser les mains, etc. Donc, encore une fois, sans besoin de mots,
le toucher va faire partie tout au long de notre vie de notre base expressive et de ce qui est fondamentalement indispensable à l'humain en termes d'expression corporelle. Il est aussi fondamental pour la régulation émotionnelle. Alors, c'est tout con, hein, mais le fait de se toucher, de se prendre dans les bras, va permettre de libérer de l'ocytocine. L'ocytocine, je le rappelle, c'est l'hormone de l'attachement. Ça va réduire le stress, ça va apaiser le système nerveux et donc potentiellement, tout ça mis bout à bout, ça va permettre aussi de réveiller les zones érogènes et donc le désir. Donc l'ocytocine, elle est indispensable pour pouvoir créer des liens avec les autres et en tout cas pour les accueillir et les recevoir de façon positive et qu'elles nous soient bénéfiques. Et d'autant plus que tout n'est pas forcément lié aux mains. Comme je disais tout à l'heure, tout notre corps est acteur dans le fait de toucher. La naissance, encore une fois, le bébé vient, il est nu, la mère est nue, et il y a un peau à peau. Donc déjà, c'est le corps tout entier qui va parler. Il y a encore dans cette histoire de peau à peau, par exemple, je propose par exemple lors des réunions sextoy des produits pour venir faire du massage en body-body dans un couple. Donc ça va être vraiment, le body-body, c'est donc traduction corps-corps, donc c'est massage corps à corps entre deux partenaires. Donc ça va être vraiment l'utilisation de ses épaules, de sa poitrine, de ses fesses, de ses cuisses, pour venir caresser l'ensemble du corps du partenaire. Alors, est-ce que je dis beaucoup comme blague à la con je dis toujours oui, mais faites attention de ne pas glisser pour ne pas vous faire un col du fémur. Bon, c'est juste pour l'anecdote. J'ai plein de blagues pourries comme ça. Donc... non, mais me laisse pas seule. Mais écoute, je te laisse raconter ton expérience. Je la connais Bref, pas. donc je parle du body-body très souvent en réalité. C'était juste pour en venir à ça. Mais peu importe. Bon, je me tape une loose totale, mais c'est pas grave. Bon, je vais prendre un autre exemple. L'enfant qui fait une crise de nerfs. Tout simplement, pour venir le calmer, encore une fois, pour réduire son stress, pour faire redescendre, en tout cas, apaiser son système nerveux, s'il est en crise de larmes, crise de pleurs, etc., le fait de le prendre dans les bras, de le serrer fort, ça va permettre naturellement d'apaiser tout ça. C'est mécanique. C'est vraiment hormonal où ça va se passer de façon mécanique grâce justement à cette contrainte qu'on va lui apporter par le toucher, par l'enserrement du corps, donc l'enfant. Et puis c'est pareil pour les adultes, hein, c'est quelque chose dont je parle aussi en séance. C'est que même pour quelqu'un qui n'est pas bien, où il y a une crise, où il y a un conflit, et où ça peut prendre des ampleurs assez terribles, et ben potentiellement de créer cette accolade-là, cette contrainte-là, ça peut être quelque chose de bénéfique. On vient recréer une sécurité. Tout à fait. Qui permet à la personne de s'apaiser. On lui redonne une sécurité parce que en live, ça lui permet ça, quoi. Exactement. Et puis il y a autre chose aussi, c'est auquel on pense pas forcément, c'est que le toucher, c'est devenu un peu tabou, et surtout depuis le Covid. Parce qu'on nous a appris, à partir de là, donc il y a 5 ans, bientôt 6, que le contact pouvait être dangereux, que ça pouvait créer des maladies, que ça pouvait même vous faire mourir. Donc toutes ces peurs qui ont été créées à ce moment-là sont venues s'inscrire chez beaucoup de personnes comme un danger ou potentiellement une gêne. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant, et là, toute la planète est concernée par ça, hein, pour le coup. Hein, personne n'a été dessus. Il y en a peut-être quelques-uns sur des îles qui ont été tranquilles avec ça, et encore, je suis pas sûre. Mais au-delà de ça, pourquoi je parle du Covid? Parce que il y a aussi cette nécessité naturelle de vouloir garder son propre espace. Encore une fois, le geste peut aussi être quelque chose d'intrusif. Le toucher peut être intrusif. Même par exemple, pour l'exemple de la danse, on se touche et pour autant, chacun a besoin de son espace, de son cadre. Donc c'est une façon de dire on se connecte, mais en même temps on respecte aussi l'espace de l'autre. Et ça va être une notion
pas forcément simple parce que c'est pas forcément instinctif auprès de tout le monde de savoir respecter ce cadre et de pouvoir être en mesure de l'identifier et donc d'y prêter attention et de respecter aussi l'autre par rapport à ça. Dans le quotidien, c'est pareil. On a tous un besoin aussi d'avoir notre propre bulle, notre propre espace pour ne pas se sentir en danger, que ça soit à tort ou à raison, hein, j'ai envie de dire, peu importe. Envahi. Envahi, mais voilà, il y a cette notion d'étouffement, en tout cas, d'intrusivité, j'allais dire de viol, bon, c'est pas tout à fait adapté, mais de viol de son espace, en tout cas. Voilà, ce qui reste virtuel, évidemment. Mais c'est un espace vital pour pouvoir respirer. Donc, c'est le toucher, c'est comment on va vers l'autre ou comment l'autre vient à nous, mais aussi comment on arrive à faire respecter ce cadre-là tout autour de nous, tout le temps, en fonction du contexte et de ce qu'on attend, de ce qu'on veut et du type de lien. La problématique, c'est que quand on parle de toucher, c'est très souvent lié à la sexualité, voire même du coup à l'interdit. L'idée de toucher peut aussi effrayer la personne qui veut toucher et qui n'ose pas. Ou ça peut être lié aussi à une notion de violence. Encore une fois, je reprends l'exemple de tout à l'heure de l'approche de la main. Cette notion de gifle, bon, les fessées, ça dépend de qui. Tout le monde n'est pas... Peut-être, même les gifles, hein, je veux dire, après, tout dépend de ses propres pratiques. Ça peut être quelque chose de sexualisé aussi. Mais en tout cas, règle générale, de règle générale, que ça soit la fessée auprès d'un enfant ou que ça soit la gifle envers un adulte, homme comme femme, hein, d'ailleurs, on va pas stigmatiser non plus, il y a les deux qui sont concernés. C'est en tout cas un point où le toucher est là considéré comme quelque chose de lié à de la violence, mais en contraste, évidemment, le toucher peut aussi être source de guérison, qu'elle soit physique ou mentale d'ailleurs. Le toucher permet à la fois la guérison physique et la guérison mentale. Donc, il y a toujours cette ambivalence. Et c'est là où c'est compliqué. Donc, ce que le toucher raconte, c'est justement tout ça. C'est la liste de tout ce que le toucher est capable de faire. Donc, c'est vous dire à quel point il est puissant. Parce que donc le toucher, il va être là pour raconter. Donc, je suis là, tu comptes pour moi, je te vois. Voilà, ce genre de choses. Ça va être aussi le toucher, donc on le disait, qui va venir guérir. Donc que ça soit le toucher thérapeutique, tu en parleras mieux que moi tout à l'heure, par les soins corporels, le massage, etc. Le toucher, donc, qui va venir relier. Donc là, c'est lié à l'intimité, le lien, l'amour, la co-régulation, etc. Le toucher qui va venir éveiller le plaisir. Donc là, on va être clairement dans la sensualité, dans la sexualité, tout ce qui va être ludique, tendre à travers ce toucher-là. Et puis, le toucher qui vient raviver la mémoire. Là, je vais développer un petit peu, mais ça peut être aussi bien, quand je dis mémoire, ça peut être aussi bien la mémoire corporelle, la mémoire émotionnelle ou la mémoire, comme on l'a dit, traumatique. Parce que le toucher, c'est limite comme si c'était une entité à part entière qui cohabite avec nous. Le toucher, il enregistre, le corps en tout cas, enregistre le toucher comme des traces à l'intérieur de soi, émotionnelles. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Ça peut être complètement conscient, mais qu'on le veuille ou non, il y a des traces qui sont gardées à l'intérieur de nous, en mémoire. Bon, en cas de trauma, ça ne fait pas de doute, hein, évidemment, des abus, des agressions, un contexte qui est insécurisant. Évidemment, il y a des traumas par rapport à ça, il y a des blocages, il y a des choses, une mémoire qui reste figée, qui n'arrive pas à être verbalisée. Je vais vous donner un exemple. Déjà, le vaginisme. Le vaginisme est une forme de réaction par rapport à un trauma, qui passe par cette problématique de ne pas pouvoir laisser entrer, ou en tout cas créer des douleurs au moment de la pénétration. Le vaginisme disparu.
c'est un stigmate du trauma. Et je vais vous donner l'exemple d'une patiente que j'ai eue, qui venait me voir pour des problèmes dans sa vie relationnelle, de couple, et qui finalement, en grattant un peu, elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un trauma d'une agression. Et en fait, ça s'était arrêté là. Enfin, elle n'avait pas plus développé. Et puis plus tard, c'est revenu où elle m'a raconté qu'en fait, elle gardait des traces très très puissantes de cette agression-là. Bon, pas de viol, mais une agression, voilà, dans la rue où un inconnu en fait lui a sauté dessus et bref, l'a coupé avec des caissons de bouteilles, bref. Et l'homme en fait était arrivé dans son dos. Et en fait, on a fini par comprendre qu'elle avait des TOC et qu'elle avait développé en tout cas des réactions systématiques dès lors que quelqu'un arrivait dans son dos. Mais que ça soit son copain, que ça soit sa mère, que ça soit son chien ou quoi que ce soit, dès que quelque chose se passait dans son dos, elle avait une réaction liée à son trauma. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble, mais on va dire la guérison par le toucher a été importante pour retravailler justement cet événement et le transformer en quelque chose qui soit de nouveau sécurisant ou en tout cas qui soit apaisé au niveau de son trauma. Donc il y a une vraie mémoire traumatique par rapport au toucher. Oui, qui peut figer les émotions. Hein. Complètement. Là, pour le coup, il y a tout ce qui va être plus favorable, donc les mémoires, on va dire, qui sont plus agréables et guérissantes, évidemment. Et notamment, il y a un phénomène dont on commence un petit peu à parler, qui est la mémoire de la pénétration. Pour une femme, ou pour un homme même d'ailleurs, mais bon, j'ai plus d'exemples de femmes par rapport aux études qu'il y a eu. C'est une femme qui est vraiment en conscience dans son corps au moment d'un rapport sexuel, va pouvoir, quelques heures après, et même parfois plusieurs jours, même plusieurs semaines après, rien qu'au souvenir d'un moment sexuel pénétratif de qualité et qui, en tout cas émotionnellement, l'a libérée et en tout cas qui lui a fait beaucoup de bien en termes de plaisir, elle va de nouveau pouvoir ressentir un pénis, donc, ou autre chose, peu importe, mais globalement un pénis qui la pénètre. Donc, de la personne en question, c'est le lien avec cette personne-là qui va lui permettre de faire remonter cette mémoire-là. Mais voilà, donc le toucher a cette mémoire aussi qui est guérissante et qui est dans le plaisir et dans des choses agréables. D'où l'existence du toucher thérapeutique. Exactement. C'est là où je voulais en venir, c'est que non seulement le toucher thérapeutique va avoir du sens, mais en plus de ça, l'objectif pour chacun et chacune d'entre nous va être de reproduire le plus possible du toucher qui soit de qualité, réparateur, sécurisant, agréable et consentant, évidemment, pour pouvoir garder en mémoire le fait que le toucher est quelque chose qui fait du bien et qui vient raconter une histoire qui nous apaise et qui nous permet de nous sentir alignés et en conscience, etc. La thérapie, en complément de ce que toi tu fais évidemment, ça va être en dehors d'utiliser le toucher ou c'est ta partie, moi ça va être d'essayer un petit peu de reprogrammer au niveau mental cette notion, cette approche-là du toucher qui va être réactive, qui va être peut-être impulsive, enfin réactionnelle plutôt que réactive. Donc ça va être de dire comment on travaille ça pour faire en sorte que on soit dans quelque chose de positif plutôt que de rester dans un blocage. Évidemment, je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que le corps sait, en 2 mots ou en 1 mot, ou le corps se souvient de ce que la tête voudrait oublier. Évidemment. Voilà. Par contre, donc pour les personnes qui viennent me voir,
c'est des personnes qui ont des blocages la grande majorité du temps. Donc, on a parlé de dissociation la dernière fois au niveau du corps, évidemment. Et là, plus précisément, donc au niveau du toucher, les blocages, ils peuvent être multifactoriels. Déjà, ça va être dans les peurs, on en a parlé tout à l'heure, mais de tout ce qui était intrusif. Ça va être aussi la perte de contrôle, avec l'exemple de ma patiente, c'est de dire, si on m'approche dans le dos, je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe, donc c'est quelque chose de bloquant pour moi. La question du rejet aussi, de dire, du coup, si je viens toucher quelqu'un, est-ce que je ne vais pas venir me faire rejeter non plus? Cette blessure du rejet-là, elle peut être puissante. Il y a tout ce qui est lié aux croyances. C'est simple, hein, l'exemple de quand on est petit, touche pas, c'est sale. Alors, en termes de sexualité, mais pas que. Je veux dire, tout bébé, déjà, on nous dit touche pas, c'est caca. Oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai qu'on le fait tous, hein, avec nos propres enfants aussi. Mais ou dire dans une boutique, non, c'est interdit de toucher, touche pas. Oui, tout simplement, touche pas. Juste touche pas. Donc c'est vrai que la notion du toucher, elle s'insère aussi parfois dans le mental comme c'est quelque chose de mal, je vais déranger, en tout cas quelque chose de négatif qui va être associé à cette notion de toucher. Donc il y a un besoin vraiment d'éduquer son toucher, qu'il soit celui qu'on offre ou celui qu'on reçoit, dans une dimension qui soit à la fois corporelle et affective. Encore une fois, il y a toutes ces fenêtres-là qui s'ouvrent quand on parle du toucher. Je prends toujours l'exemple de l'enfant parce que vraiment, c'est ce qui génère après des types de comportements bloquants ou relationnels ou sexuels après qui peuvent être problématiques, et c'est forcément les gens que je vois. Tout allait bien, ça se saurait. On dit toujours qu'un enfant qui n'a pas pris l'habitude d'être pris dans les bras tout petit, il aura du mal à savoir faire une fois adulte. Alors, je mets quand même un petit bémol dans la mesure où quelqu'un qui n'est pas pris dans les bras n'empêchera pas qu'il devienne lui-même un adulte qui ait besoin justement, alors que ce soit en opposition ou pas, ou par rapport à son caractère, à vouloir en tout cas lui-même apporter un affect tactile auprès de ses enfants. Mais il n'empêche qu'effectivement, c'est plus compliqué de mettre en place quelque chose lié au toucher dès lors où il a été tabou déjà depuis la naissance. La place du corps, déjà, elle est en dualité pour la personne. Il faut qu'elle s'approprie l'espace qu'elle donne à son corps parce qu'elle n'a pas conscientisé pendant toute son enfance que par le fait d'être touchée, elle n'a pas conscience quelque part de son corps. Déjà, elle a ça à faire pour pouvoir trouver de l'espace à son corps et pouvoir se réapproprier après le toucher. Exactement. Et même depuis l'enfance, hein, on passe par les différents stades, mais je ne vais pas tous vous les faire, mais ne serait-ce que le stade oral, de dire, c'est la première chose, de dire on va manger. Les enfants ont besoin de mettre les doigts dans ce qu'ils vont manger pour venir vraiment s'approprier ça. Ce stade oral-là, il est indispensable dans l'évolution du cerveau et puis de la constitution de l'être humain. Donc tout ça, c'est des étapes qui sont essentielles pour pouvoir évoluer vis-à-vis de soi, mais aussi comportementales vis-à-vis des autres, sur la façon dont on se positionne et ce qu'on veut transmettre et comprendre soi-même par le toucher. Voilà en gros tous les aspects. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser évidemment. Soit on répondra au fur et à mesure, soit on verra à la fin en fonction des questions posées. Des questions posées, ouais. Je passe au suivant, c'est ça? J'allais te demander. Voilà. Bon, les blocages autour du toucher, ça j'en ai parlé. Mais je voulais vous faire quand même un petit récap. Alors, c'est pas tout à fait le sujet, hein, les langages de l'amour, mais quoique, j'ai quand même dit, bon, il faut quand même que j'en parle, parce que dans les langages de l'amour, il y a justement la notion de toucher physique, cette fois. Bon, pour vous faire un petit rappel vite fait, hein, tous mes patients le savent parce que je l'aborde avec tout le monde. Pour moi, ça fait partie des bases. Les langages de l'amour, c'est comment on apprend à communiquer ensemble et à parler de ses propres besoins en étant dans le couple. Donc, au milieu, vous avez votre réservoir d'amour, réservoir émotionnel, qui
qui est à l'intérieur de soi. Hein, je vois un petit peu comme une colonne vertébrale en fait de ce qu'on est, et qui, pour se sentir en sécurité, épanoui et pleinement heureux dans sa vie, a besoin dans sa relation de sentir que ses émotions sont OK. Pour ça, eh ben, on utilise 5 différents langages. Donc, on considère que chaque langage est une langue à part entière. Donc, si tu parles japonais, je vais avoir du mal, parce que moi, je parle grec, tu vois. Voilà. C'est difficile. On peut être bilingue ou trilingue et potentiellement se rejoindre sur une langue. Ça, c'est OK. Mais il n'empêche que c'est toujours intéressant de savoir quelle langue parle l'autre pour utiliser son petit traducteur et faire l'effort éventuellement de parler la même langue que l'autre, histoire de pouvoir lui faire plaisir, le faire réagir et en tout cas répondre à ses besoins et ce qui est plus facile pour lui. Donc, je vous la fais grosse, à la grosse, hein, mais c'est à peu près ça. Donc, évidemment, le toucher physique fait partie d'un langage à part entière. On a tous des tendances qui vont être ce qu'elles sont et qui sont ni bonnes ni meilleures que le ou la partenaire, c'est juste différent. Et si pour soi, le toucher physique, c'est important, ça veut dire que la relation va avoir du mal à être épanouie si la personne en face ne sera pas du tout sensible à ça. Le toucher physique, ça va être vraiment une façon de se réassurer dans l'amour que l'autre nous porte, besoin d'être connecté, de faire. Alors, je parle toucher physique, mais pas forcément sexuel. Hein, non, bien mais c'est ça, c'est voilà. Avoir un moment de contact physique, c'est ça, qui vient. Voilà, qui vient apporter, qui vient nourrir. Revaloriser, enfin, pas revaloriser, mais nourrir. Qui vient nourrir. Voilà. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout besoin de ça. Pour trouver que la relation est de qualité. Et puis, il y en a d'autres qui, s'ils n'ont pas ça, en fait, ils ne peuvent pas, mais vraiment. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, quelque chose quand même d'essentiel dans le couple, c'est de savoir reconnaître soi-même son propre langage de l'amour, de pouvoir identifier ou que l'autre puisse, encore mieux que l'autre puisse nous dire quelles sont ses sensibilités et quels sont ses langages, et après de comparer, d'en discuter. De dire, mais ouais, mais du coup, alors je prends toujours cet exemple en cabinet, c'est de dire, ouais, mais alors du coup, monsieur qui tous les dimanches matins depuis 30 ans va chercher son journal, sa baguette de pain et un bouquet de fleurs pour madame, et que madame n'en peut plus de son bouquet de fleurs, qu'elle le fout par réflexe dans un vase, mais qu'en fait, ça l'insupporte au possible depuis 35 ans, et que ce qu'elle aimerait, elle, c'est qu'enfin, il se décide à aller réparer le cabanon dehors qui est en train de s'écrouler. Voilà. Donc là, madame est dans le service rendu, monsieur est dans le cadeau. Donc chacun discute et voit naturellement ce dont il a besoin, c'est-à-dire qu'en fait, on offre à l'autre naturellement ce dont soi on a besoin. On ne va pas aller chercher à essayer de comprendre ce dont l'autre a besoin. Et du coup, on reste sur des incompréhensions, etc. Bon, c'était une digression. Mais tout ça pour dire que le toucher physique, c'est une question de langage et de le décoder. Hein, exactement. Dont le toucher physique en fait partie. Exactement. Et donc, intéressez-vous à savoir, chez vous, c'est quoi votre langage de l'amour dominant ? C'est quoi le langage de l'amour de l'autre ? Et ça pourra vous aider, sans dire de tout résoudre non plus, mais ça pourra vous faire avancer dans beaucoup de choses en tout cas. C'est certain. Dans la relation, ça c'est sûr. Exactement. Ça, c'est le langage de l'amour. Il existe aussi un pendant, un équivalent sur le langage érotique. Enfin, un équivalent, c'est pas tout à fait un équivalent, mais c'est de dire, lors d'un rapport sexuel, quel langage j'utilise. Bon, là, je vous les ai pas mis particulièrement. Bon, à mon avis, tout n'est pas à prendre non plus là-dedans. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle alors, il y a le langage kinky, le langage énergétique, le langage sexuel, le métamorphe, et donc le langage sensuel. Et donc le sensuel, encore une fois, on est dans les sens, dont le toucher. Donc, il y a alors je ne sais pas si ce n'est pas la diapo d'après où je propose des exercices justement liés à ça. Voilà. Donc, le tactile fait-il partie de votre langage de l'amour dominant ?
Et je vous ai mis un travail de réflexion et d'écriture. Encore une fois, j'adore le travail écrit. Je trouve que c'est hyper intéressant pour aller chercher Prendre du recul, hein. des choses assez enfouies, et puis surtout que ça permet de revenir après, de trouver des mots-clés qui ressortent et qui disent encore d'autres choses. Bref. Donc, le travail de réflexion et d'écriture. Donc, quel type de toucher me nourrissent? Lesquels me crispent? À quel moment j'ai envie d'un contact, mais je n'ose pas? Parce qu'on soit bien d'accord, le fait de ne pas oser fait aussi partie, comme on disait tout à l'heure, des barrières qu'on peut se mettre en fonction de son éducation, de ses peurs. Bref, je ne vais pas refaire le sujet. C'est par exemple la caresse du visage, les yeux dans les yeux, on met une intention et c'est tiens, qu'est-ce qu'il veut me dire là? Ou elle veut me dire? Qu'est-ce que ça représente? D'ailleurs, je rappelle que concernant l'intention, j'ai fait un article ce mois-ci sur le sujet, donc sur mon blog hein, sur mon site internet. Je vous invite à aller le voir. L'intention qu'on va mettre, que ça soit dans le non-verbal ou dans le verbal, va changer aussi toute la façon dont on va communiquer avec l'autre. Évidemment. Bref, c'était une aparté encore une fois. Mais donc c'est toujours dans ce toucher-là, c'est de dire comment mes parents m'ont touché lorsque j'étais enfant, est-ce qu'ils m'ont appris, encore une fois, notion d'autorisation ou d'interdit hein, par rapport aux parents, comme le mois dernier. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont appris par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fonction de ces contacts ou cette absence de contact? Qu'est-ce que j'en ai fait moi en tant qu'adulte? Est-ce que je suis venue être en continuité ou en opposition à ça? Donc, quelles influences ça a pu apporter sur ma façon de toucher et donc sur ma relation aujourd'hui, ma relation de façon générale et mes relations intimes. Faut pas oublier que comme notre sujet principal, c'est quand même l'intimité, c'est pour ça qu'on est parti sur le corps et là qu'on est plus particulièrement sur le toucher. Mais vraiment, l'intimité, elle ne peut pas se passer du toucher. Donc, venir revisiter, comme le propose Sophie, ne serait-ce que par l'écriture ou par d'autres biais que moi je vais vous proposer, hein, en tantra, notre propre rapport au toucher, ce que ça veut dire dans notre histoire, d'aller ressentir ce toucher ou de le réfléchir par de l'écriture, c'est primordial pour récupérer sa capacité à être dans le toucher et à être dans la relation, et donc dans la relation intime. C'est super précieux. C'est les fondements, pour moi, c'est la base de recréer de l'intimité. D'où tout l'objet et du déroulé qu'on s'est mis comme objectif avec Sophie, parce que c'est vraiment la base. On peut pas avoir l'intimité si on n'a pas revisité son rapport au toucher. C'est clair. C'est pas possible. Non, mais c'est certain. On est dans quelque chose de mécanique, on est dans de la violence, dans réciproque ou pas, on est dans tout. Oui, on est dans de la peut être réactionnel. Oui. Je veux dire, le toucher peut être réactionnel par rapport à une agression aussi. On est dans de la dissociation corporelle que l'on entretient, on est dans des tas de choses traumatiques que l'on vient renforcer si à un moment donné on fait pas un focus sur notre propre rapport au toucher. C'est impossible de recréer et de re-rentrer dans de l'intimité guérisseuse, nourrissante, positive. Voilà. Donc que ça passe par l'écriture ou par d'autres exercices plus pratico-pratiques, j'allais dire expérimental parce que c'est du tantra, c'est le même principe à revisiter. C'est fondamental. Il y a même une notion qui explique que dès lors où un humain, quel qu'il soit, reçoit pardon, j'ai la voix qui déraille d'un coup. reçoit, même sans dire que ça soit une agression, mais en tout cas quelque chose de négatif qui vient l'humilier, qui vient le blesser, qui vient un geste qui vient le toucher, il se sent en tout cas agressé. Il faut 7 gestes de guérison, 7 mots verbalisés exactement, pour commencer à les construire. Pour équilibrer en tout cas le côté négatif et le côté positif. Donc, vous voyez à quel point le besoin de guérison va être intense et long et fastidieux pour éventuellement quelqu'un qui a été violenté, que ce soit dans son enfance ou qui a subi un trauma, etc. Donc, c'est dire à quel point le toucher bienveillant va avoir un impact mais phénoménal et va devoir être répété souvent
par bienveillance évidemment et avec amour, pour pouvoir compenser tous les gestes, même peut-être involontaires, mais qui ont été reconnus comme quelque chose de négatif ou d'intrusif ou en tout cas d'agressant. Ça me fait penser heureusement ça a évolué, je trouve ça très enfin ça fait quelques années maintenant. Je pense au pot à pot des bébés à la naissance. C'est quand même ça a quand même fini par être, depuis quelques années maintenant, reconnu qu'effectivement le pot à pot, dès qu'on sort du ventre de sa maman, le pot à pot va venir, mais d'entrée par le toucher, recréer la sécurité, voilà. Sûr. Et un enfant par les expériences s'est aperçu dans les études qu'effectivement un enfant qui a pu bénéficier d'un pot à pot dès la naissance par rapport à un enfant qui a été séparé de sa maman, mais parce qu'en couveuse, parce que besoin d'être hospitalisé, enfin des tas de raisons, il va avoir beaucoup plus de difficultés à se recréer sa sécurité intérieure. Il va falloir retravailler autrement, faire du pot à pot avec des écharpes ou autre. Voilà, mais c'est tellement vrai, tu vois. Alors, ce que tu dis, c'est rigolo parce que là, je vais raconter ma vie 2 secondes. Mais moi, j'ai accouché par césarienne de mon fils aîné et bon, pareil, comme tu dis, ça peut être un contexte médical, c'est-à-dire que moi, quand j'ai accouché, c'était une césarienne en urgence. Il y avait une grève à ce moment-là et du personnel soignant et c'était plein dans les vacances scolaires. Donc, du coup, ils ont été obligés de me le mettre en couveuse et on n'a pas pu le toucher pendant plusieurs heures. Et en fait, mon fils a développé un réflexe, mais depuis tout bébé, ça le calmait de venir toucher ses pieds contre quelque chose. Quoi que ce soit. Que ce soit le bord du landau, que ce soit après quand il était un peu plus grand, il touchait les bords des pieds avec la table, mais il a toujours besoin d'un contact avec les pieds, comme quoi il y a cette notion du toucher reste quelque chose d'indispensable, mais qui a besoin d'être compensé. Il n'y a pas eu le pot à pot, donc du coup, bref, on s'en fout. C'était la minute, je raconte ma vie. Bref. Mais ça vient conforter l'idée qu'effectivement, c'est pas intellectuel cette question du toucher. Un enfant, quand il naît, il intellectualise rien du tout. Il y a simplement son corps. C'est inscrit dans notre vibration de mammifère que nous sommes, ce besoin d'être touché. Voilà. Et de toucher. Ouais. Pour nous rassurer. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais passer. Continue. Ouais, si tu veux bien, s'il te plaît. C'était ça. Partir sur la notion de l'accolade. Donc là, je reviens sur la question de la relation. Alors là, j'ai mis volontairement une photo potentiellement d'une mère avec sa fille, parce que la relation, c'est pas que le couple, même si on est là aussi pour parler de l'intimité du couple. Mais c'est pour vous dire à quel point ce thème-là, il est encore plus ouvert que tous les autres qui vont venir, en tout cas. C'est que vraiment le toucher permet de relier les gens entre eux, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient, de quelque génération, et bref, je ne vous fais pas la liste parce qu'il y en a trop, mais il peut devenir, et à mon sens, il devrait devenir chez tout le monde un rituel de reconnexion. J'en parle beaucoup aussi, encore une fois, à mes patients, mais pour moi, c'est essentiel que dans leur lien, il puisse y avoir au quotidien cette connexion-là. L'accolade, pour moi, c'est on se dit bonjour. C'est au-delà de la politesse, c'est on se reconnaît. On reconnaît que notre lien existe par ce contact. C'est aussi une pratique tantrique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour le coup, dans le pratique en tantra, c'est exactement ça. On ne parle pas, on se rassemble autour des bras. Et alors, il y a des gens, encore une fois, qui ne sont pas dans le langage tactile, donc qui ont du mal avec ça. Mais j'ai envie de dire, même si on n'est pas dans un langage du tactile, ça n'empêche que c'est juste comme on exprime un bonjour. Et ça doit devenir comme ça. C'est-à-dire que même si au début, on se force à être dans l'exercice de l'accolade, moi, ce que j'explique aux couples, c'est au début, c'est compliqué, c'est forcé, c'est même difficile parce qu'on a du mal à accepter que l'autre soit autant dans cette proximité et rentre dans notre espace vital dont on parlait tout à l'heure. Mais pour autant, ça va venir se créer comme un cercle vertueux et ça va venir prendre de nouvelles habitudes. Le but, moi, je le force et je le force volontairement et je suis un peu vache
Parce que je leur dis, vous me faites ça pendant 30 secondes à 1 minute. Ce qui est extrêmement long, je veux dire, en soi, de faire une accolade pendant 1 minute pour quelqu'un qui n'est absolument pas tactile, qui n'a pas envie de ça, pour qui ce n'est pas son langage de l'amour et qui potentiellement, justement, peut avoir des blocages vis-à-vis du tactile, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est le fait de justement s'obliger à être dans ce type de contact-là qui va le transformer au niveau de justement sa capacité à accueillir et à donner. C'est par la répétition de ce type de geste et par la réception qu'il va avoir du ou de la partenaire avec qui il y a cette accolade-là, que ça va le placer dans une forme de sécurité, donc dans un cercle vertueux et donc dans une connexion avec l'autre. L'idée, ça va être évidemment au début de venir travailler en conscience sur la respiration, de dire bon bah ok, je prends dans mes bras, bon je peux faire des petites caresses, des petits bisous, c'est pas interdit non plus, hein. Ça c'est tout à fait accepté au contraire, mais je viens écouter ce qui se passe, je viens sentir le souffle, la poitrine qui se gonfle et potentiellement voilà de sentir les points d'appui de corps à corps entre l'un et l'autre. D'essayer de synchroniser ça pour voir ce que ça donne et donc voilà, d'être dans l'accueil sans jugement de ce qui corporellement est ressenti. Ça, c'est quelque chose dont je parle très, très, très souvent pour les couples qui ont ce problème-là avec le tactile. Et d'ailleurs, la question que j'ai notée, mais combien de fois vous êtes-vous enlacés aujourd'hui? Alors, plus qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire cette semaine peut-être. Parce qu'aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup qui répondront 0, mais peut-être rien que dans la semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos habitudes ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui naturellement fait partie de vos envies? Ou est-ce que vous vous sentez forcé? Est-ce que pour vous, ce serait quelque chose d'intrusif? En tout cas, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur cette notion de l'accolade. Voilà. Je crois que c'est à toi pour la suite. C'est à moi? J'enchaîne? Oui. Mais ça tombe bien que tu parles de l'accolade consciente, parce que je vais sauter. Je crois qu'on a bien bossé, que c'est vachement lié. Voilà. En fait. Je vais sauter dessus, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi je reviens en arrière? Qu'est-ce que je fais là? Non, voilà, c'est ça. Oui, j'y suis. Je me trompe de bouton. Voilà. Et on voit une magnifique photo en plein boulot. En plus. J'adore. Ça vous permet de vous projeter, du coup. Donc moi, je vais rebondir sur ton accolade que tu as proposée, puisque effectivement, c'est une pratique tantrique en fait. Bah oui, clairement. C'est une pratique tantrique parce qu'on vient chercher le rapport à la conscience. Donc moi, en massage tantrique et dans l'approche, donc plus ciblée sur le toucher, donc le massage tantrique, je vais vous parler du toucher conscient. Parce que le massage tantrique, c'est un toucher conscient, par opposition avec le toucher mécanique qui est automatique, qui est sans conscience ni rien. Et ça vient faire résonance avec tout ce que tu as dit, parce que pourquoi le massage tantrique peut être un outil de cheminement vers la reconnexion à soi, à la guérison, parce qu'il est conscient. Il est un travail de reliance à sa présence. Donc à la présence à soi en tant que personne qui reçoit le massage, par un toucher qui est donc que l'on conscientise quand on est massé, qu'on reçoit un massage tantrique, on suit le mouvement que l'on reçoit, on le conscientise. On rentre en relation avec son corps et on conscientise le toucher que l'on reçoit. Et également, la personne qui donne le massage. La personne qui donne le massage, elle est présente aussi au corps de la personne qu'elle masse. Elle est là. Donc, c'est ça qui rend la conscience. On est présent dans ce que l'on fait. Et bien évidemment, pour qu'il y ait à cette conscience-là, il y a la dimension du cœur. C'est-à-dire que c'est un toucher où il y a une intention attention mon micro, une intention de bienveillance, de reliance, d'amour, de quelque chose qui va venir apporter de la douceur. Voilà. Et le toucher conscient, c'est aussi, comme tu disais, l'accolade, qu'est-ce qu'on fait? On respire ensemble. Bien sûr. On est dans la respiration, on conscientise, on est en train on est présent à ce qu'on est en train de faire. Et on respire doucement en même temps. On vient apporter du souffle.
du souffle de vie par la respiration et par là même une circulation énergétique qui s'active. Voilà. Ça oblige à se connecter à soi et à l'autre. Et à l'autre. Donc le toucher conscient, c'est ça, enfin, le principe du massage tantrique, c'est d'aller revisiter le toucher dans sa dimension consciente pour pouvoir remettre du sens sur le toucher. À partir du moment où on a de la présence, qu'on est présent dans le toucher que l'on donne ou que l'on reçoit, on se reconnecte à son corps. On revisite tout ce qui va nous traverser dans le corps. Donc ça, c'est très précieux. Et c'est pour ça que le toucher conscient, il peut être pratiqué avec on va dire deux objectifs différents et par deux professionnels différents. Il y a le toucher qu'on va dire thérapeutique, qui est pratiqué par les thérapeutes psychocorporels. C'est un toucher conscient qu'ils pratiquent, mais qui va vraiment, contrairement au toucher tantrique, être beaucoup plus ciblé sur le trauma. Quelqu'un qui va aller consulter un thérapeute psychocorporel qui pratique le toucher conscient, il va aller chercher à soigner, à soulager, à cibler son intervention. Donc c'est lui qui est acteur et qui dirige la séance pour aller se mettre en lien avec le trauma et venir aller travailler le trauma ou la difficulté pour laquelle la personne est venue le consulter. Donc on est quand même dans une démarche où le thérapeute, il est, on va dire, entre guillemets, il est actif. C'est lui qui gère la séance et qui utilise le toucher conscient pour pouvoir aller rentrer en relation avec le traumatisme et qui, voilà. Le toucher tantrique, c'est différent. Un masseur tantrique, à l'inverse, il vient rentrer et aider la personne à rentrer en reliance avec son corps, à être présent, mais c'est tout ce qu'il fait. Il fait rien d'autre. Il est sur un toucher conscient, comme j'ai dit, mais il va permettre justement, en ne faisant rien d'autre que de visiter le corps, si je puis dire, guider par sa main et apporter un toucher tantrique, il va permettre à la personne d'aller contacter dans son corps, d'aller éveiller sa conscience corporelle. Et moi, quand je donne un massage tantrique, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout ce que je vais aller contacter et qu'est-ce que la personne va aller contacter. On est dans un toucher, une reliance au corps de la personne, et puis va s'éveiller ce qui doit s'éveiller. La personne va rentrer en relation avec la partie du corps qui s'éveille à elle. Voilà. Donc on est plutôt dans une attitude vis-à-vis du professionnel, du masseur ou de la masseuse tantrique, plutôt de réceptivité. On est là pour recevoir et accueillir ce que la personne a à vivre et la laisser cheminer dans sa reliance à son corps. Ça reste pour le coup quand même un toucher évidemment qui est conscient parce que ça permet à la personne d'aller conscientiser ce qui se passe dans son corps. Et elle fait ce travail tout seul et vient ce qui vient dans sa globalité. Et ce qui vient pas ne vient pas. C'est la capacité d'accueil aussi. Voilà, c'est pour aller travailler cette capacité d'accueil. Donc, comme je vous l'ai écrit sur le PowerPoint, le masseur tantrique ne fait rien à l'autre, il accompagne le mouvement intérieur. Il est là pour mettre en mouvement. Accompagner, surfer sur la vague. C'est ça. Et vient ce qui doit venir. Donc, ce toucher conscient, pour qu'il soit conscient et que le corps puisse se mettre à s'éveiller, si je parle plus particulièrement du toucher tantrique, il faut qu'il soit particulièrement lent. Très, très lent. Le toucher conscient, il peut rentrer dans sa dimension de la conscience, donc de la présence, que si le corps a le temps de se connecter au toucher, c'est-à-dire d'aller venir doucement capter tout ce qui se passe. Donc, il faut que ça soit très lent. Si c'est ça, il se passe rien. Il se passe rien. On n'a pas le temps. Il se passe rien du tout. Ça va trop vite. Une caresse, une douceur, une lenteur permet de prendre le temps à la conscience de s'activer et de venir aller à la rencontre du corps. Parce que c'est quand même ça le but du toucher conscient qu'on pratique en massage tantrique. C'est d'aller justement redonner du sens au toucher et à la conscience que l'on a de ce qui se passe dans son corps. De venir expérimenter à travers le corps tout ce qu'on a à expérimenter et à aller recontacter. C'est pour ça aussi que le massage tantrique, tu disais tout à l'heure que selon le toucher, notre propre rapport au toucher ou les traumas que l'on a eus, on vient figer des émotions dans son corps. Le corps, il a une mémoire et il y a des choses on n'a plus du tout accès à la conscience et en fait, on l'a dans la mémoire corporelle. Bien sûr. À partir du moment où on vient réactiver
consciemment par le toucher son propre rapport à son corps, mais on peut avoir des surprises L'inattendu. inattendues, de réactions émotionnelles, de choses qui remontent, qui étaient figées, qui viennent lâcher prise, là, qui viennent remonter. C'est en ce sens que c'est pour cela que le massage tantrique et comme le massage thérapeutique sont des outils précieux de cheminement vers la guérison, parce que on vient permettre à la personne qui accueille ce toucher-là et qui rentre en reliance avec cette présence-là dans son corps, on vient lui permettre d'aller explorer des parts d'elle-même dont elle n'avait même pas conscience et qui lui permettent de retrouver de la douceur dans son rapport au corps, quoi, en fait. Ça peut peut-être sembler des évidences, tout ce qu'on dit depuis le début, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on puisse rappeler tout ça. Oui, parce que c'est pas du tout évident. Finalement, on fait les choses de façon mécanique et intuitive, etc. Mais le fait aussi de les conscientiser ou en tout cas de les ressentir, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer et d'évoluer et de pouvoir progresser sur notre façon de ressentir le toucher, que ça soit pour le donner ou le recevoir. Donc, ce qui paraît, c'est tout mon boulot à moi, là, pour le coup, mais moi, mon boulot, c'est de mettre en lumière des choses qui semblent évidentes, qui sont là, et finalement de dire, bah oui, mais du coup, c'est pas parce qu'elles sont évidentes qu'on doit les occulter ou les mettre sous cloche. Et moi, pour le coup, en complément, mon travail, ça va être de les faire ressortir. Et de permettre à la personne, par l'expérience du toucher conscient, d'expérimenter à travers son corps des choses qu'elle capte même pas. Donc c'est le corps qui parle, en fait. C'est le corps qui parle et qui vient exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Voilà. Le principe même du tantra, d'une façon générale, et que ce soit par le massage tantrique ou par d'autres pratiques, parce que le tantra, c'est plus que du massage tantrique, c'est toute une, comme j'ai déjà dit, c'est un art de vivre et une façon de concevoir son rapport à son corps, la place qu'on en donne, etc. Voilà, c'est une philosophie de vie, c'est un courant spirituel. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est moi qui me suis. C'est mais voilà, j'ai perdu mon fil. Ça y est. C'est le rapport au corps, c'est l'expérience. Oui, c'est par l'expérience et le rapport au corps que l'on peut accéder à des parts de soi très profondes. Voilà. Et de ce fait, en travaillant ça, en se reliant à son corps, en accueillant le lâcher prise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un cadre où on se sent en sécurité, parce que ça c'est essentiel, et moi c'est c'est la première des choses que je pose sur une séance de massage tantrique, d'où le fait qu'on ne part pas direct en massage, hein. On discute avant, je réponds aux questions, c'est hyper important que la personne qui vient recevoir un massage tantrique se sente en sécurité, qu'elle sache qu'ici, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente. Parce que c'est il n'y a pas d'ambiguïté parce que c'est un massage quand même nu, hein, sur toutes les parties du corps quand il est donné dans son intégralité. Donc il n'y a aucune attente sexuelle, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun risque. Ce cadre de sécurité, ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure. S'il n'y a pas le cadre sécure et que le corps ne se sent pas en sécurité, il ne va pas permettre à la personne de se réunifier. Et ça y est, ça me revient, c'est de la dissociation corporelle que je voulais parler, bien évidemment. Le massage tantrique, à partir du moment où il y a ce cadre sécurisé, va permettre à la personne d'accueillir le toucher conscient en toute sécurité et donc petit à petit de réunifier son corps. C'est-à-dire qu'on est habitué, mais c'est très inconscient, c'est ce que je disais tout à l'heure, à faire des choses instinctives, automatiques, voilà, et drivé par le mental. Et en fait, dans le corps, on prend pas le temps d'aller voir si c'est franchement ok ou pas. Est-ce que c'est vraiment ok ce que je suis en train de faire ou pas? Parce que la dissociation corporelle fait qu'on voilà, on n'est pas connecté à ses émotions, à son cœur, à son espace. Transformer les habitudes. Et le massage tantrique permet de petit à petit redonner de la place au corps, puisqu'on prend le temps de recevoir un toucher. Et l'accolade dont tu parlais tout à l'heure, ça fait partie de cet aspect-là. C'est je me pose, je reçois une accolade. En massage tantrique, je me laisse aller parce que je me sens en sécurité et je viens recréer du lien avec mon corps à travers un toucher qui va me permettre de conscientiser ce que je suis en train de vivre. Voilà. Donc ça, c'est le préalable, et le b.a.-ba du massage tantrique.
de ramener au corps de la conscience, d'amener au corps par le toucher de la conscience de ce qu'il vit. Par contre, il est évident qu'on ne peut pas aller vers un toucher conscient et l'accueillir, le recevoir, si c'est pas associé à la dimension du consentement. Qui dit toucher conscient et accueillir ce toucher conscient dans le corps, dit consentement. C'est pas possible autrement. D'où l'intérêt, hein, c'est pour ça que vraiment la notion de consentement ne pouvait pas être Ne pas être abordé. ne pas être abordée. Ouais. C'est vraiment la base. C'est la base qui change toute la relation dans l'intimité, dans la relation avec autre que l'intimité, Et même dans le couple et même sur des couples de longue date, c'est pas parce qu'on est ensemble depuis 30, 40 ans qu'on se connaît. Notion de couple, on connaît nos codes, etc., que pour autant le consentement n'a plus lieu d'exister. Complètement. Il faut tout le temps le revisiter parce que heureusement, on évolue, on a d'autres besoins, on a d'autres envies et le consentement, il faut toujours aller le vérifier. Enfin, il faudrait, pour rester en reliance vraiment avec l'autre, hein, et que ce soit une relation de couple ou autre, avec ses propres enfants, par exemple, ou autre aussi, hein, faudrait avoir le réflexe de toujours aller vérifier et de pas supposer que l'autre a a besoin de ceci, a besoin de cela. Voilà. Effectivement. Donc le massage tantrique ne peut pas se faire sans l'approche du consentement. Une séance de massage tantrique, en tous les cas avec moi, c'est toujours un principe de consentement. Pourquoi ? Parce que le consentement, c'est un processus. C'est un processus qui prend en compte la dimension du corps, du cœur, c'est-à-dire avec le cœur, je décide, pas avec ma tête, et avec la conscience. En conscience, je décide de la réponse qui est bonne pour moi et qui correspond à mes besoins et à mes limites. Je dis oui, je dis non, en fonction de ce que je suis allée vérifier dans mon corps si ça me parle, si c'est OK pour moi, en fonction de ce que mon cœur dit là dans tout ça, est-ce que ça me met en plaisir, est-ce que c'est bon pour moi, et en conscience. Est-ce que réellement, si je dis oui ou si je dis non, je suis réellement en accord avec moi-même. Donc effectivement, quand on reçoit un massage tantrique, peu importe les conséquences que ça peut porter sur l'autre. Normalement, ça devrait être ça. Après, tous les enjeux de la culpabilité, les machins, tout ça, on est bien d'accord. Hein, tellement de place. Ça a tellement de place et c'est justement l'une des ça fait partie de ce que je vais aborder aussi, c'est justement quand on est dans le cadre du hors consentement. Hein. À partir du moment où on n'ose pas dire non, on n'est pas en accord, on n'est pas raccord avec soi, alors qu'on voudrait dire oui, donc on est dans le cadre du hors consentement et ça a effectivement des incidences sur soi. On se punit soi-même, on se le retourne contre soi-même. Voilà. Donc ça fait aussi partie des choses importantes à aborder. Donc un vrai consentement, il a 4 aspects. Il a l'aspect de la liberté, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, quand on donne son oui ou quand on donne son non, on doit pouvoir se sentir libre de dire oui ou libre de dire non, sans qu'il y ait la pression derrière ou une manipulation quelconque ou un chantage ou quoi que ce soit. On doit pouvoir se sentir libre de dire oui, de dire non. Sinon, c'est plus un vrai consentement. Le deuxième aspect important, c'est la clarté. C'est-à-dire que dire un oui ou dire un non, il faut avoir toutes les données. Hein. On peut pas prendre et donner une réponse et donner son consentement si on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, si on n'a pas toutes les données du problème, de ce qui se passe. Évidemment. Voilà, il faut que ça soit clair. Il faut avoir tout compris avant de donner sa réponse. Tout compris en termes d'enjeu par rapport à la réponse. Ce qui n'est pas forcément toujours évident non plus. Donc, il ne faut pas hésiter à oser reposer la question jusqu'à ce que ça soit au clair pour soi de quoi il s'agit, de quoi on parle, avant de dire oui, avant de dire non. Troisième aspect hyper important, c'est l'affirmation, c'est-à-dire que, enthousiasme, affirmation. C'est-à-dire que quand on dit rien, mais qu'on n'a pas dit non, ça ne veut pas dire qu'on a dit oui. Bah, encore une fois, alors excuse-moi, j'ai un exemple qui me vient comme ça en tête. C'est un enfant, je ne sais pas, n'importe quoi, qui va chez sa grand-mère et elle lui a fait des gâteaux exprès pour lui et toute fière, elle lui dit « Oh là là, t'as vu, je t'ai fait des gâteaux, ils sont bons, hein, tu aimes, hein ?» Et le gamin, il est là en mode « Mais c'est dégueulasse. Oui, oui, c'est bon, mamie. »
Là, c'est même pas le oui. Non, mais Là, c'est même pas ça. non, mais tu vois jusqu'où ça peut aller. Ah ben Même sans l'autre, dire bof ou quoi que ce soit, c'est même de s'obliger à dire oui, alors ben, qu'en pour faire fait on plaisir à pense l'autre. non. Mais Oui. comme quoi, déjà tout petit, je prends volontairement Oui, des oui. exemples sur Déjà les tout enfants, petit, on est parce que c'est pour conditionné. montrer voilà, à Ben, quel point on est on conditionné est conditionné à pour ne pas tout. respecter Exactement. ce que le Ses cœur propres nous dit. ressentis. Voilà. Mais voilà, ça, c'est typiquement les exemples démultipliés tout au long de notre parcours qui vont aussi nous influencer sur notre capacité ou non à donner Notre notre consentement consentement à quelque chose. et de façon qui respecte effectivement la liberté, la clarté, l'enthousiasme. Alors encore une fois, l'intention. Oui, j'adore ça. Et Mm. oui, c'est pas la même chose. Et Ouais. pardon. Oui, oui, non, mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, en pratique tantrique, de façon générale, quelqu'un qui ne sait pas, qui sait pas trop s'il a envie de dire oui ou s'il a envie de dire non, mais par pas par définition, je trouve plus le mot, mais quelqu'un qui ne va pas apporter un oui affirmatif et vraiment clair et enthousiaste, eh bien, on va considérer que c'est un non. Oui. On va pas dire bon, il a pas dit non, hein. Mais non, mais elle a pas dit oui, donc c'est non. C'est non. Voilà, on va faire l'inverse vraiment en tantra. On est très vigilant quand on fait des structures à plusieurs, de quelqu'un qui sait pas à quoi répondre, qui dit je sais pas. Eh ben c'est non. Tu sais pas, ben c'est non. C'est pas parce que t'as pas dit non on va parce que ça me fait plaisir considérer que tu as dit oui. Voilà, c'est super important. L'enthousiasme à dire oui, cette affirmation à dire oui, c'est ultra précieux et c'est indispensable. Parce que ça veut dire que dans le corps, il y a quelque chose qui n'est pas OK et qui est en dualité avec notre conditionnement mental de pas oser dire non pour pas blesser l'autre, par exemple. Voilà. Donc c'est super précieux. Et le quatrième aspect qui vient dire que là, on a vraiment consenti de façon réelle, c'est la réversibilité. Se sentir la possibilité de pouvoir revenir en arrière et de un oui, finalement, en cours de processus, par exemple, c'est un massage qu'on se donne en couple ou autre, ok, je t'ai dit oui, puis je l'ai dit avec affirmation, avec enthousiasme, j'ai envie. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai plus envie, ou en tout cas, j'ai pas envie que tu me touches là, quoi. Je suis ok pour le massage, que tu me touches là, mais là, c'est pas ok. Je t'avais dit oui pour le toucher, pour le massage, mais c'est pas parce que je t'ai dit oui que tu t'es dit oui à tout. Là, là, par contre, ben là, non, c'est non. Donc, c'est réversible. Ça veut dire qu'on garde son espace de liberté. On se sent libre de pouvoir dire oui et de revenir dessus, et donc de pouvoir dire non en cours de route si tout d'un coup, finalement, après expérimentation dans le corps, ben, le corps, il est en train waouh, de vaciller, de dire, non, mais en fait, je peux pas là. Voilà. Et moi, pendant le massage tantrique, c'est exactement cette approche du consentement que je travaille avec les personnes qui viennent me voir. C'est pour ça que je l'écris sur le PowerPoint. Le massage tantrique, pour moi, c'est un consentement qui continue, qui est basé sur la sensation, bien évidemment, puisqu'on parle de toucher. Et on vient apprendre dans cet espace sécurisé que je propose à s'éduquer soi-même, à rééduquer son rapport au consentement et qui participe de fait pleinement à restaurer l'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant un massage tantrique, s'il y a une partie, la personne vient me voir, elle est bien évidemment OK pour recevoir un massage tantrique, sinon elle prendrait pas rendez-vous. Mais pendant le massage tantrique, il y a une partie du corps, elle est pas OK, elle pensait que ça serait OK, mais finalement, au fur et à mesure que le massage se déroule, il y a une partie du corps, c'est plus OK. Je dis toujours aux gens, vous m'arrêtez. Vous ne supportez pas quelque chose que vous n'avez pas envie. Moi, je suis là pour vous aider à rentrer en contact avec votre corps, à aller de nouveau conscientiser que le toucher peut vous apporter une guérison, une voie de guérison en tous les cas. Parce que je ne suis pas thérapeute, je suis masseuse tantrique. Mais ça Moi, je porte. leur dis pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, même ne serait-ce que sur le tutoiement, ou C'est dès qu'il y a ça. une opposition, en tout cas. Mais là, comme on est dans le ressenti Oui, et bien à sûr. travers le Mais au corps, niveau c'est vraiment d'aller chercher. thérapeutique, Ouais, dans c'est le le principe. toucher, ou même de façon plus large, ça doit être La le démarche est la même. consentement est une Clé. question
clé et centrale. Et centrale. D'ailleurs, je me permets, mais du coup, on a eu des commentaires. Alors, tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, mais c'était, c'est tout à fait naturel pour moi. Alors, c'était quand le message est apparu, quand je parlais de est-ce que pour vous, c'est naturel de faire une accolade? Et puis là, on a un Oui, message qui dit, et pourtant, on nous inculque à tort, qui, qui ne dit rien consent. Les habitudes oui, sociales sont antinaturelles. qui ne dit mot consent ou qui ne dit rien consent. Et c'est absolument l'opposé de la pratique et de l'attitude que l'on prend en tantra, où je disais que quand on n'a pas donné un oui affirmatif, eh bien, on considère que c'est non. Parce que ça veut dire que la personne, elle n'arrive pas à dire non, ou peu importe. On s'en fout de savoir qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à Oui, dire non. oui. Mais elle n'a pas dit, Pourquoi? mais elle n'a pas dit oui. Donc c'est non. Voilà. Et effectivement, nos habitudes culturelles, et qui nous dit mot consent, c'est anti-respect Mm. du consentement, totalement anti-consentement. Donc après, ça s'inscrit là, répondre à cette question, c'est plutôt rentrer dans un débat, j'ai envie de dire, sociétal, limite politique. Donc on va éviter ça, on va rester Ouais, dans ouais, le ouais. sujet du toucher. Mais Mais c'est vrai, l'expression est très, bah, enfin, elle existe elle est et il y a parlante beaucoup, bien sûr. sur le comportement qui nous conditionne. Bien sûr, C'est sur ça. le fait que le consentement n'est pas quelque chose qui est appris, en tout cas, et qui est ancré dans nos habitudes culturelles. Mm. Donc, en massage tantrique, on va aller visiter ce rapport que nous avons au consentement à chaque instant, à chaque geste, à chaque toucher, en fonction de la partie du corps qui est touchée, tout le temps. Et c'est ça qui permet petit à petit de rentrer en reliance avec soi et de restaurer son estime de soi. Parce que si je sais que je suis autorisée à consentir ou à ne pas consentir, alors je reprends confiance en moi et en ma capacité à dire oui ou à dire non. Mm. Je réapprends ma confiance. Voilà. Donc ça fait Et partie du des... coup, la capacité aussi à accueillir le toucher et à pouvoir donner du toucher avec Ben, on s'ouvre, plaisir bien et sûr. avec, voilà, enfin, c'est ça l'enjeu en réalité. Pourquoi on parle de ça? Ah, mais Parce c'est que ça. l'enjeu, il est multiple, et notamment de pouvoir s'ouvrir sur une connexion et sur une sexualité qui sera Mmh, de qualité, évidemment, entre mmh, partenaires. c'est ça. Alors, cette histoire du consentement, je vous parle là de Betty Martin, qui est une thérapeute psychocorporelle américaine, hein. Elle fait partie des thérapeutes qui ont théorisé, on va dire, qui ont apporté une théorie au principe du consentement et qui a donné lieu à un outil qu'on utilise beaucoup en tantra, mais pas que, qui s'appelle la roue du consentement. C'est hyper important parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui se joue à travers le consentement et qui conditionne pas mal de nos attitudes. Le graphisme, le schéma là, il y a beaucoup d'informations, mais à la fois, On vous on l'envoie, va vous envoyer tout voilà. ça. Alors, la vraie roue du consentement de Betty Martin, c'est celle-ci. Voilà. Et vous allez la recevoir aussi Voilà, ça en va être mail. en document Voilà. joint juste après le webinaire. Le document d'origine de Betty Martin, c'est celui-là, hein, Mm. avec les 4 cadrans, servir, prendre, accueillir et permettre. Moi, je voulais retravailler avec, je vais y arriver, voilà, avec ce tableau-là, pardon, parce que je voulais y rajouter Oui, des c'est sûr. informations qui vous aident à peut-être mieux comprendre et lire et comprendre. Voilà. Betty Martin a, au fil de ses séances hein, en tant que thérapeute, elle s'est aperçue que en fonction de celui qui donne, donc là pour le coup on va parler du toucher, hein, mais ça peut être autre chose que le toucher. Mais en fonction de celui qui donne et de celui qui reçoit, il y avait une dynamique différente qui s'instaurait dans le rapport et dans le consentement. Et que ça, croisé avec le fait, avec l'intention de l'action qui est posée, ça vient donner lieu à 4 types de postures différentes et de réactions chez l'autre qui sont totalement différentes. Elle est venue donc synthétiser cette roue du consentement à travers ces 4 aspects. En fonction de qui donne l'action, donc si je fais l'action, ça va donner lieu à quelque chose de différent en fonction de l'intention qui est donnée à l'action, est-ce qu'elle est à destination de l'autre ou elle est à destination de moi, de moi-même, qui moi-même donne l'action, ou si je reçois l'action, donc si je bénéficie de l'action, si elle est pour quand même pour l'autre et si l'intention est pour moi, ça va donner lieu à encore quelque chose de différent. Donc on va partir sur le premier cadran qui est le donner servir.
Si je fais l'action, mais que je la fais pour l'autre, alors je donne. Je fais quelque chose pour toi parce que ça te fait plaisir, mais tant que c'est avec ton consentement, on est dans le cadre du consentement, hein, on n'est pas dans la ligne hors consentement. Je te fais quelque chose pour toi parce que ça te fait plaisir, mais je viens vérifier que tu es d'accord pour que je te le fasse. Je viens vérifier que ça te fait vraiment plaisir et tu es OK pour ça. Exemple, je te masse parce que tu aimes ça et tu as envie que je te masse parce que tu aimes ça. Auquel cas, je te donne un massage. Ah oui, Je j'aime ça. suis à ton service. Voilà, c'est être au service de l'autre. Pareil, je suis dans le, on va dans la case du prendre. Je fais l'action, je fais quelque, et là pour le coup, l'intention qui est donnée au geste, il me revient à moi. Donc, je fais quelque chose pour moi parce que ça me fait plaisir, mais sur toi, donc en l'occurrence sur toi, hein, je fais quelque chose pour moi parce que ça me fait plaisir, mais je le fais sur toi, mais il faut que tu sois d'accord, parce que tu es OK. Donc, exemple, je te touche parce que j'ai envie de te toucher et je te demande est-ce que je peux te toucher? Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, si tu es d'accord, avec enthousiasme. je prends, je fais le toucher, je le prends, mais tu es d'accord. Donc, c'est OK pour tous les deux. Oui. Voilà, ça c'est le vrai je prendre. Troisième cas de figure, je reçois. Là, c'est moi qui suis dans le bénéfice de l'action. Je vais bénéficier d'un toucher ou d'une action. Non, pardon. Voilà. Es-tu d'accord? Et donc, c'est fait pour l'autre. Tu fais quelque chose pour toi. C'est-à-dire que l'autre va, va me faire quelque chose à moi parce que ça lui fait plaisir et moi, ça me fait plaisir qu'il se fasse plaisir. C'est, tu me touches parce que tu as envie et je suis d'accord avec toi. Donc, je te permets de me toucher, je me laisse faire, mais ça ne m'agresse pas, c'est OK pour moi. Quatrième posture possible, c'est le recevoir, accueillir, qui est en lien, vous avez vu, il y a des flèches, hein, le donner, servir est en lien avec le recevoir, accueillir, et le permettre est en lien avec le prendre. Donc, quand on est dans l'attitude de recevoir, accueillir, c'est je reçois un toucher et c'est pour moi. Tu fais quelque chose pour moi parce que ça me fait plaisir et je suis d'accord. Tu me masses parce que j'ai envie que tu me masses. Et je te le demande. Je te demande, j'ai envie que tu me masses et tu le fais et je reçois ton massage. C'est grosso modo la posture quand on vient chercher un massage tantrique d'ailleurs. Hein. Le masseur donne et la personne qui est là, elle reçoit. Voilà. Donc, tant que c'est dans l'espace du consentement, tout ça, c'est OK. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est lésé. On peut être dans ces 4 postures, dans l'intimité d'ailleurs, en couple. Hein. C'est ce que je vous mets sur la diapo suivante avec la vraie roue du consentement de Betty Martin. Il devrait y avoir, et ça, c'est pas communément fait, hein, dans une relation sexuelle ou intime, agréable, saine et épanouie, on devrait pouvoir visiter ces 4 positions, du servir, du prendre, de l'accueillir et du permettre. Ça devrait pouvoir se faire. Mais s'il n'y a pas de dialogue dans le couple et la conscience de l'enjeu du consentement, c'est-à-dire qu'on est allé vraiment vérifier que l'autre, il est dans il respecte ses besoins et il ne transgresse pas ses limites. Donc il faut un dialogue pour aller vérifier ça. S'il y avait ce dialogue permanent avec cette conscience de l'enjeu du consentement, on pourrait, dans une relation intime, visiter ces 4 postures. Parce que donner pleinement sans attendre en retour, c'est précieux. Pouvoir accepter et recevoir les cadeaux de l'autre, c'est également précieux pour nourrir le couple. Prendre pour nous ce qui nous fait du bien et oser prendre sans avoir peur de se faire passer pour un violeur ou un agresseur ou je ne sais quoi, c'est hyper précieux. Mais encore faut-il que l'autre ait pu exprimer que mais oui, c'est OK, tu peux prendre, je te laisse, tu peux prendre. Voilà. Et permettre à l'autre de nous toucher d'une façon qui lui fait du bien à lui, ça rejoint le prendre, mais vu sous l'autre angle, c'est également précieux. Parce que ça veut dire qu'à tous les stades et dans ces quatre phases, dans le couple, à un moment donné, chacun est libre de pouvoir demander ou exprimer à l'autre son besoin et nourrir la relation. Parce qu'on ne peut pas être toujours phasé en même temps, au même moment.
on peut avoir des besoins et à l'autre moment c'est un autre, etc., etc. À partir du moment où il y a du dialogue et qu'il y a la conscience de l'enjeu de ce consentement, on devrait pouvoir arriver à nourrir une relation avec ces 4 postures-là, sans qu'il y ait une sensation d'avoir été agressé ou autre, etc. Et la problématique est aussi de savoir soi-même identifier ses propres sensations, c'est-à-dire que je ne suis capable de donner un oui ou un non que si moi-même j'ai conscience réellement de ce que je veux, tu vois. Ben, c'est le rapport au corps. Eh ben oui, bien sûr. Mais c'est tout l'enjeu du massage tantrique et à aller venir chercher, se connecter à son corps, accepter, au massage. À oser exprimer ses limites, parce qu'on se sent écouté en face, il faut dire ce qui est. Hein. S'il n'y a pas de dialogue et qu'on n'a pas la sensation d'être écouté, on ne va pas pouvoir exprimer ses limites. On va se sentir mal par rapport à ça, forcément. Hein. Donc, mais déjà, effectivement, il faut pouvoir aller vérifier dans son corps que c'est bien une décision qui est en lien avec ses besoins et ses limites que l'on a données dans le terme de consentement. Et non pas mentalement, par exemple, un petit oui, comme on disait tout à l'heure, parce que sociétalement parlant, c'est pas bien vu de dire non. Et c'est souvent ça qui arrive. Et du coup, la possibilité de revenir sur ce qui a été donné. La réversibilité dont tu parlais tout à l'heure aussi. Se l'autoriser. De se dire, bah oui. Je dis oui là, mais. Donc, un oui affirmé, enthousiaste. Et après, se rendre compte que, ah bah non, mais en fait, non. Enfin, cette capacité-là aussi, c'est compliqué encore aujourd'hui, ça reste encore tabou, d'accepter l'idée d'aller à l'encontre, comme s'il y avait une forme de déloyauté ou de danger à rentrer dans un conflit par le fait d'oser dire non. Alors, pour rentrer plus en détail, c'est important quand même d'aller jeter un petit regard là sur la case là hors consentement que vous ai mis sur le tableau, parce que certains d'entre vous vont forcément retrouver des situations que vous avez vécues. C'est tellement effectivement lié au tabou, au machin, à tout ce qu'on peut vivre, que le hors consentement, ça va vous parler, hein, selon les situations que vous vivez. Et encore plus dans l'intimité, dans une relation de couple. Et c'est souvent des sujets de conflit ou autre. Donc si on prend la case du premier, je fais quelque chose pour toi, normalement avec ton consentement, je te masse parce que tu aimes ça, mais en fait, je suis pas allée vérifier. Je fais ça, je te masse parce que tu aimes ça, mais je t'ai pas demandé si tu avais envie. Ou alors je suppose que ça va te faire plaisir et je le fais, mais en fait, je suis pas allée vérifier. Et finalement, ce jour-là, ben j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie que tu me masses. Donc, on est hors consentement. Et hors consentement, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a l'impression que c'est intrusif. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous est imposé. Sous prétexte d'aider ou de faire plaisir. On impose quelque chose et en fait, on se plaisir à soi quelque part. Mais voilà, ou en tout cas, on pense qu'on fait plaisir, mais en fait, on est intrusif parce que l'autre, il n'est pas OK et on n'est pas allé vérifier ou on n'a pas réussi à récupérer son réel consentement. Donc ça devient quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'intention première, hein, qui dans beaucoup de cas est bonne et bienveillante. Mais n'ayant pas pris le temps d'aller vérifier le consentement, on bascule dans du hors consentement et on est dans des malentendus, dans des confusions. Et de ne pas avoir de retour. Ben, l'autre, elle a l'impression, pour le coup, souvent, l'autre, elle a l'impression de permettre, en fait. Oui, bien sûr. Souvent. C'est, en fait, je te laisse faire, mais en fait, je tolère, quoi. Mais j'avais pas envie, quoi. Voilà. Deuxième cas, dans le prendre, hein. Le prendre, c'est je te touche parce que j'ai envie. Et je te touche parce que j'ai envie, point barre. Je vais pas vérifier si ce jour-là, c'était OK ou pas. Là, on est purement dans le cas d'abus, hein, ou de viol, hein, ou de prise de pouvoir. On est très invasif. Voilà. C'est je prends sans demander. C'est même dans un couple au quotidien, hein, on en parlait, mais un cas où un couple, il y a le mari qui arrive et couette, je te tripote les seins. Il prend sans demander, quoi. Voilà, il n'est pas allé vérifier que sa compagne, elle était prête à se laisser faire couette. Quand je parle de viol, je parlais pas du viol, du viol, hein, viol et abus. Effectivement, ça passe par on parle de viol conjugal des fois, hein, d'attitude, on va dire de viol. Alors ça paraît fort comme mot, mais à partir du moment où la personne
prend sans demander, ou en tout cas ne va pas aller vérifier qu'il y a bien un consentement, ça s'appelle du viol. Ça s'appelle de la prise de pouvoir. C'est invasif. Ça s'appelle comme ça. Même s'il paraît que le mot est fort, mais c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Troisième cas de figure, dans la case du permettre. Tu me touches parce que tu as envie, mais moi, j'ai pas envie en fait. Mais je ne le dis pas, je dis rien. Je laisse faire, quand même, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ben, il se passe que je tolère, sans réellement être accordé. Je me soumets, j'endure même, voire je me dissocie corporellement pour supporter l'insupportable. Parce que je veux pas rentrer en conflit, donc je dis rien. Mais par contre, comme c'est pas supportable et que j'en peux vraiment plus, je coupe. Je coupe mes sensations corporelles et je me dissocie. Je me soumets, j'endure. Ça, c'est le faux permettre. Troisième, donc ça doit parler à certains. Ça arrive quand même à certains, certaines. Voilà. Et le quatrième cas de figure, dans le cas du recevoir, accueillir, tu me masses parce que j'en ai envie, mais moi qui vais te masser, puisque tu me le demandes, mais moi j'ai pas envie en fait. Et j'ose pas te dire que j'ai pas envie de te masser. Mais donc, ça donne quoi? Ben, ça donne sentiment de culpabilisation. Alors, il y a des enjeux de manipulation qui peut y avoir, par exemple. Je suis plaintif, ou c'est une forme de manipulation déguisée, je me rends victime parce qu'en fait tu vas pas me masser alors que j'en ai envie, je vais pleurnicher jusqu'à ce que tu cèdes et que tu le fasses alors que tu n'en as pas envie, mais c'est pas grave, moi j'en ai envie, alors tu vas me le faire pour me faire plaisir, mais moi je suis pas prêt, j'ai pas envie. C'est de la manipulation déguisée. Ou carrément je profite des situations et tant qu'on me dit pas non, ben je profite, je prends quoi, je profite. Voilà, ça fait de la culpabilité ou alors on met la pression jusqu'à ce que l'autre fasse quoi. C'est rien lâcher jusqu'à ce que l'autre cède alors qu'il n'a pas envie. Voilà. Donc tout ça, c'est le principe du hors consentement. Et c'est toujours sur les mêmes principes et les mêmes enjeux. C'est fonction de qui va donner, de qui va recevoir et de l'intention qu'on y met. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour l'autre que je le fais? Voilà. Et tout ça, ces 4 types, c'est ce qui a donné lieu à ce que Betty Martin a appelé la roue du consentement et qui va venir définir comment on rentre en relation en fait. En fonction on s'articule en tout cas la façon de toucher l'autre et de rentrer en relation. Voilà. Donc en massage tantrique, on va aller vérifier comment on se place par rapport à son propre consentement, parce qu'effectivement, et toi tu le travailles aussi en sexo, parce qu'effectivement c'est la clé du couple. Un couple qui est dans l'épanouissement, il va aller être à l'écoute du consentement de l'autre et lui laisser la liberté de l'exprimer. Je vous rappelle les 4 phases les 4 aspects du consentement. Il y a la liberté. Je me sens libre de donner mon consentement. Je me sens libre. Voilà. Mais au-delà justement, le consentement, pourquoi c'est si important? C'est parce que au-delà de dire un oui ou un non pour un rapport sexuel, on n'en est même plus là. C'est-à-dire que vous voyez, avec tout ce que vient de dire Sylvie et d'expliquer Sylvie, en réalité, ça montre que si le consentement devait vraiment être respecté, devait vraiment être écouté et échangé, et en fait, chaque couple se situerait dans un modèle sécure, déjà dans son comportement. Donc, ça veut dire que dès lors où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple, c'est qu'il y a une forme de consentement qui n'a pas été respecté. C'est évident. Donc, c'est pour vous dire à quel point, c'est pour ça que c'est important vraiment d'insister là-dessus. On ne peut pas être sécure dans un couple, on ne peut pas parler de consentement s'il n'y a pas toutes ces notions-là qui sont comprises, qui sont intégrées. Et conscientisées. Conscientisées et mises au service du couple, quoi, et de soi-même. L'enjeu vraiment du consentement, c'est ce que j'ai écrit sur la diapo, c'est oser exprimer ses besoins et exposer ses limites et se sentir libre de pouvoir les faire et dans le dialogue avec le couple. Sans que quand on reçoit un non, que l'autre ait l'impression qu'il le prend pour lui. Non. Quand on dit non, c'est une expression qu'on utilise souvent en tantra. Quand on dit non à quelqu'un, on se dit oui à soi.
bien sûr. On se dit oui à soi et c'est super précieux. Parce qu'à partir de ce moment-là, Qui est-ce qu'on respecte en premier? ben ouais, voilà. Qui priorise Donc ça? pour illustrer, cette roue du consentement, je vais vous proposer, un C'est exercice, la page d'après, hein, on va ouais, un exercice qui est l'exercice qui est un jeu, hein, qui s'appelle le jeu des 3 minutes, qu'a créé Betty Martin. Donc je n'ai rien inventé, c'est, à proprement parler, le jeu du consentement alors, par Betty Martin. pareil, c'est, le jeu, vous l'aurez Avec alors là, bien plus développé, ouais, pour pouvoir le mmh, travailler de votre côté. mmh. Donc voilà. Vous allez l'avoir en pièces jointes, Ouais. hein, par mail. Pour les Alors, gens évidemment qui ouais. sont, Hem, ce jeu du consentement, pardon, ce jeu des 3 minutes qui est l'exploration de la route du consentement, forcément, il faut être 2, hein. Voilà, l'idée, c'est d'être 2 et d'aller explorer cette roue selon, les 4, hein, vous avez vu les 4, items de la roue. Donc, il vous faut un partenaire ou une partenaire pour faire ce jeu. Un minuteur, parce qu'en fait, toutes les 3 minutes, on va changer, on va visiter les 4 parties les 4 cadrans. Donc, le jeu, il dure 12 minutes, à proprement parler. Et voilà, et 12 minutes hors débrief. Première partie, il va s'articuler autour de 2 parties à travers 2 questions. La première question, comment veux-tu que je te touche? Parce que donc, pour le coup, on va être dans l'exploration du toucher. Alors toucher, ça peut être avec, vous pouvez faire ça avec votre ami, avec votre partenaire de vie, mais aussi bien avec votre frère, votre sœur, n'importe qui. Donc, pas besoin d'être forcément nu, d'aller explorer des bien choses sûr. très, voilà. Ça, c'est un toucher. C'est à partir du moment Mmh. que c'est un toucher, ça suffit, hein. On explore le rapport au toucher. Donc, 2 questions. Comment veux-tu que je te touche? Et comment veux-tu me toucher? La première partie, on va partir donc sur comment veux-tu que je te touche. Vous décidez entre vous de qui va commencer, la personne A ou la personne B, pour ces premières 3 minutes et après, vous échangerez les rôles. Première partie, donc, on va considérer que c'est la personne A qui demande à la personne B, comment veux-tu que je te touche? Elle lui pose cette question. La personne B, donc, prend le temps de réfléchir et de répondre à cette question. Elle lui fait une proposition à A un toucher à recevoir, du style, je veux que tu m'embrasses dans le cou, ou alors je veux un massage des pieds, ou encore j'aimerais juste que tu me prennes dans tes bras. Voilà. Mmh. Donc B formule sa demande à A. A prend le temps de recevoir cette demande et d'aller vérifier si c'est OK pour elle, ce que B lui propose. Est-ce que ça va être un oui? Est-ce que ça va être carrément un non? Et si c'est un non, mais quelle alternative? Parce que l'idée, c'est d'arriver à Mmh. trouver un consentement des 2 côtés pour pouvoir réaliser un toucher et passer à la phase suivante qui est de réaliser un toucher en accord avec les 2 parties. Donc, à partir du moment où, du style, par exemple, on va dire, mais par exemple, A n'est pas tout à fait d'accord avec la proposition de B, lui dit, ben non, je n'aime pas le masser les pieds, par exemple, mais je peux te masser les mollets. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà, donc elle propose une alternative. Et si B, qui donc réfléchit, est OK avec ça, ben, se met d'accord et là commence le jeu pendant 3 minutes où pour le coup A va aller masser les mollets de B pendant 3 minutes. Et là, on est dans l'introspection. B accueille, puisqu'il est d'accord pour être Mmh. massé au niveau des mollets, qui se sont mis d'accord là-dessus, ben B va aller à la rencontre de ses mollets, sentir comment ça fait et recevoir et accueillir ce toucher des mollets, ce toucher des mollets par A. Donc ça, c'est important aussi. Une fois que le consentement est OK des 2 côtés, d'aller vivre ce toucher, d'aller le Mmh. recevoir pleinement pour voir qu'est-ce que ça fait que d'accueillir un toucher sur lequel on a donné son consentement. C'est ça qu'on va visiter Mmh. hein, en faisant cet exercice, hein. Donc c'est important, une fois que les 2 soient OK avec le geste à apporter, qu'il y ait vraiment à vivre, hein, pour le coup, ce toucher. Voilà, ça c'est super important. Et après, on échange les rôles. C'est B qui demande à A, comment veux-tu que je te touche? Deuxième partie, on va aller sur la question, comment veux-tu me toucher? Donc A demande à B, comment veux-tu me toucher? Donc c'est A qui va recevoir le toucher cette fois-ci, hein. C'est pas lui qui le donne, c'est lui qui va le recevoir. Donc la personne B réfléchit, elle répond par exemple, elle dit, je voudrais te prendre dans mes bras
assis face à face pendant que je te caresse les cheveux. Ou alors, j'adore faire des chatouilles. Est-ce que je peux te chatouiller le ventre? Ou puis-je sentir ton cou? Voilà, donc B fait des propositions à A d'actions, de toucher à faire sur A. A réfléchit, reçoit, la demande est pareil. C'est oui, c'est non, ou alors il propose une alternative parce que finalement, il n'est pas d'accord avec ce que B propose. Une fois que les deux sont d'accord, c'est toujours pareil. On va aller, donc A va recevoir le toucher que va lui donner B et il va accueillir ce toucher et sentir dans son corps qu'est-ce que ça fait d'être touché avec un geste sur lequel on a donné pleinement son consentement. Ouais, ça change tout. Hein. Et ça, c'est ce qui permet d'aller vérifier comment ça se passe pour soi quand on est au raccord, quand on est OK avec son consentement. Voilà. La différence de quand on a l'habitude de ne pas donner un accord, mais de faire machinalement, voilà, mécaniquement. Voilà. La différence de ressenti qu'il va y avoir justement par ce consentement-là. C'est évident que ça crée une différence énorme. Donc, je vous invite à trouver un partenaire ou à le faire avec votre conjoint ou votre conjointe et à ne pas oublier la phase débriefing à la fin. C'est essentiel d'aller partager ses ressentis dans chaque rôle que l'on a joué. Parce que ça permet d'aller vérifier s'il y a eu des moments de gêne au fait de dire oui ou de dire non, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des moments de plaisir? Est-ce qu'il y a eu des choses qui finalement, ah mais ouais, en fait, quand je dis oui et que je suis OK, qu'on m'a demandé mon avis, que j'ai dit oui, mais je suis vraiment dans le plaisir, dans ce que je reçois. Par exemple, tout dépend de ce que chacun vit, mais c'est hyper important d'aller échanger après, en toute transparence, ce que l'on a vécu, ce que l'on a ressenti dans chaque posture. Et ça permet de recréer du lien dans le couple, parce que si vous faites ça, cette démarche-là, même si c'est habillé ou voyez, ou très succinctement sans enjeu sexuel, bien évidemment, d'entrée, surtout pas, s'il vous plaît. Commencez par des choses simples, parce que sinon c'est biaisé, forcément c'est biaisé. Enfin, je veux dire, ça peut pas être exploré de façon sans enjeu, voilà. Ça permet de recréer du dialogue, en tout cas un dialogue différent, et de la confiance dans le couple. Parce que à partir du moment où vous faites confiance, que vous vous sentez libre de pouvoir donner votre consentement et que vous avez la sensation, le sentiment qu'il est écouté, parce que l'autre est venu vous le demander, ne serait-ce parce qu'il est venu vous le demander, vous vous dites, eh ben oui, il est venu me le demander, sans enjeu de manipulation derrière, bien évidemment, hein, une demande claire et honnête et authentique, et qu'on se sent libre de pouvoir donner une réponse, ben ça recrée un dialogue totalement différent dans le couple. Et une confiance mutuelle qui s'instaure, qui se ressoude en fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est super important et c'est un des exercices que Betty Martin a proposé X fois à ses patients pour aller retravailler le lien, notamment dans le couple, parce qu'elle était très spécialisée dans la reliance et thérapie de couple. Voilà ce que je vous invite à aller visiter. Ouais. Et moi, je vais rebondir justement sur un autre exercice qui pour le coup, volontairement, j'ai choisi quelque chose qui n'était pas dans le toucher. C'est-à-dire que l'exercice, c'est de dire, bah tiens, en face de moi, c'est de dire, on se met face à face, les paumes comme ça, on ne se touche pas donc. Par contre, on se regarde dans les yeux. Et bon, vous mettez de la musique, ou voilà. Et puis, il y en a un, à un moment donné, qui va venir bouger tranquillement, lentement, mais tout en restant focus, le regard focus. Bon. Merci, madame. Je déplace la main et je te suis. Et j'essaie de le sentir que tu déplaces et je te suis. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir vous rendre compte à quel point, même sans toucher directement, le fait d'être dans l'intention d'une connexion par le regard et par les mains qui s'approchent comme ça, la présence, exactement. Il va y avoir un effet miroir qui va être hyper intéressant et qui va créer une connexion. Pareil, c'est quelque chose que je propose souvent, mais du coup, ça permet aussi de faire passer des messages qui sont encore une fois dans le non-verbal et d'accompagner ces mouvements et de se rendre compte à quel point finalement le toucher va venir être la cerise sur le gâteau finalement de la connexion. Que la connexion passe par plein d'autres choses et que le toucher doit apporter une dimension explosive à tout ça, encore plus du moment où le reste est déjà vécu en conscience.
Donc, je vous ai mis, on se met en face à face, les mains comme ça, proches, mais qui jamais ne se touchent. Et il y en a un qui va commencer à guider et à bouger et sans du tout regarder autre chose que les yeux de la personne en face. Vous verrez que l'œil, finalement, et les énergies, il va se passer quelque chose, de la chaleur, des picotements, très certainement, et potentiellement même un désir. Je dis ça, je dis rien, tentez-le. Rien que par ces jeux de regard et de suivi consenti, en tout cas, entre les deux. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de toucher direct. Ouais. Mais justement, voilà, Oui, c'est la l'exercice présence. à contre-pied qui peut vous faire vous rendre compte à quel point le toucher est quelque chose de précieux et d'intense dans le négatif, mais surtout dans le positif aussi, et qui convient vraiment de l'utiliser au maximum dès lors où c'est consenti, au maximum pour venir nourrir en tout cas le couple et la connexion du couple. C'est pas pour rien que c'est un outil de guérison thérapeutique, par certains types. Bien sûr. Et nourri tous les jours dans le couple, c'est juste précieux pour aller vers l'épanouissement, c'est évident, mais avec du consentement. C'est ça. Hop. Ouais. Donc voilà. Alors je vous ai mis en plus de ça là un petit guide d'autopalpation. Je vous ai dit pour Octobre Rose, on ne pouvait pas passer à côté. Donc là, ça va être les exercices sont simples. Normalement, tout le monde en a entendu parler. Hommes comme femmes, d'ailleurs, les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein. Donc évidemment, on met le bras derrière la tête, on va venir avec 3 doigts venir tapoter, appuyer, en tout cas comme ça, faire tout le tour. Voilà, on va vérifier évidemment les mamelons s'il n'y a pas des crevasses, des grosseurs, des écoulements qui soient bizarres. On remonte au niveau de l'aisselle, évidemment, et sur le début du bras. Pareil de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver, des tutos évidemment sur Internet, mais je voulais faire un petit récap. Et puis, si ça vous intéresse aussi, donc il y a des articles qui particulièrement sont mis à l'honneur ce mois-ci par la marque pour laquelle je suis ambassadrice d'articles érotiques, qui sont donc boules de geisha, aspirateur clitoridien, un petit peu de lingerie et puis un gel chaud-froid, où tous les bénéfices sur ces articles-là seront entièrement reversés à la Ligue contre le cancer. Donc, s'il y a un petit plaisir à se faire, c'est maintenant, puisque voilà, c'est l'occasion aussi de faire un don pour soi et pour les autres. Donc, c'était l'occasion de vous proposer ça, en tout cas. Je ne vais pas vous faire l'apologie de la marque, on s'en fout, mais voilà, c'est un geste en tout cas qui, je trouvais, était important en termes d'engagement. Voilà, donc la petite phrase de la fin, c'est: le toucher est un chemin vers soi, vers l'autre, vers le monde. Il ne s'apprend pas dans les livres, mais dans la lenteur du ressenti. Ralentir, poser les mains, écouter, c'est peut-être ça, commencer à guérir. Comme vous avez bien compris. Et c'est cela où on voulait vous amener à comprendre. À guérir et pour soi et pour le couple, évidemment. Puis, être gai et rire. Oui, bien sûr, j'aime bien ça. Le gai, être gai et rire. Parce que c'est tout ça aussi. Ah oui, puis je vous avais rajouté un proverbe, il m'avait fait rire. L'amour est aveugle, il faut donc le toucher. J'avais trouvé ça mignon. Donc évidemment, voilà, on répond à vos questions, n'hésitez pas. Même il y en a donc qui nous ont fait des demandes en dehors du webinaire, n'hésitez pas à nous solliciter en dehors du webinaire. Évidemment, on vous répondra aussitôt que possible. Et puis on vous écoute si vous avez des questions à nous poser. Voilà. Nous sommes toutes oui. Et comme indiqué, donc le prochain webinaire sera le 27 novembre. À 20h aussi, et puis sur le désir et l'énergie vivante, l'énergie de vie. Là, on espère bien que ça va faire vibrer quelques-uns. Bon, même si on espère qu'aussi le corps et le toucher vous a fait vibrer, mais non, on aborde des choses qui sont très larges. Petit à petit, on va affiner. On affine, on a commencé par le corps, là on est sur à proprement parler le toucher. Qui le toucher induit après une montée de désir et de se sentir en vie. Et on va aller de plus en plus loin, en tout cas sur la notion d'intimité. C'est ça le but. C'est évidemment important de partir à zéro sur des bases et sur les essentiels avant d'arriver sur vraiment l'intimité elle-même. Comme je dis toujours, même nous en cabinet, on ne peut pas
parler de sexualité sans venir aborder la relation. C'est la sexualité est le reflet de la qualité de la relation. Tout à fait. Donc là, c'est un petit peu pareil. On affine au fur et à Ouais. mesure et puis on vient chercher ce qui va pas. Pour faire aussi un petit peu un bilan sur soi en même C'est temps. ça, Ça fait en jamais de mal. profiter. Voilà. Donc on a très hâte de vous proposer le prochain, troisième volet. On vous fera une petite présentation comme C'est d'hab. ça. En espérant qu'elles vous feront plaisir, nous on se marre bien en tout cas. Je sais pas si je ferai un making of à chaque fois quand même. Parce qu'après c'est trop écrit, c'est trop facile, c'est trop prévu. On va essayer d'inventer d'autres choses. Mais ouais, je vais essayer d'être créative. Et voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, si. Merci beaucoup pour ce beau partage. J'ai pas mes lettres. Des bases de l'échange du couple. Merci à vous tous d'avoir participé. Vous êtes super. Ah, c'est gentil. Merci. Merci de vos témoignages. En tout cas, ça fait toujours plaisir qu'il y ait des gens qui prennent la peine d'être là en live. Pour nous, c'est grâce à vous aussi que ça donne une dynamique. Ouais. Donc, n'hésitez pas à en parler, à partager autour de vous, évidemment, à faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible. Parce que cette émulation-là aussi, c'est ce qui nous nourrit à nous aussi, en tant que thérapeute de soins. Voilà, on n'est rien sans vous. Donc, on le fait pour vous en plus. Donc après, ça sera sur nos sites, sur nos chaînes, puis ça servira à d'autres malgré tout. Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, accessible sur nos chaînes YouTube, le premier thème dès demain. Celui-là, vous l'aurez par mail, je vous l'envoie tout de suite une fois qu'on termine. Je vous envoie le lien de ce webinaire par mail et puis visible en replay publiquement dans un mois. C'est ça. Voilà, on a un décalage entre les privilégiés qui s'inscrivent et les autres qui s'inscrivent pas. Il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas de questions. On dit bonne nuit. Oui. Bonne nuit les gens. Et merci d'avoir été présent. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il faut que j'arrête le partage, sinon ça marche pas. La diffusion. Mais